Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Au lendemain des attentats de Bruxelles qui ont fait au moins 31 morts et 270 blessés, dont 10 Français, l'enquête avance. 2 frères ont été identifiés comme étant les 2 kamikazes, dénommés Ibrahim et Khalid El Bakraoui. Un 3e suspect est toujours en fuite. Le point sur l'enquête à suivre. L'Europe face au défi du terrorisme. Le Parlement européen bloque toujours le contrôle des armes et l'échange de fichiers de passagers. Pourquoi les mesures de lutte contre le terrorisme ont-elles du mal à se concrétiser au niveau de l'UE? On ouvre le débat dans Sénat 360. Et dans ce contexte, examen en commission du projet de loi de réforme pénale, il prévoit de faire entrer dans la loi française des dispositions spécifiques à l'état d'urgence et reprend en partie des propositions de la droite sénatoriale. On en parle dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en duplex, Tam Tranui et Saveria Rojek. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Le parquet belge l'a confirmé, les frères El Bakraoui ont bel et bien été identifiés comme les kamikazes qui se sont fait exploser hier. Ibrahim à l'aéroport, Khalid dans le métro. Un 3e homme est toujours en fuite. Anne Lorbans. 24 heures seulement après les attentats qui ont frappé Bruxelles, 2 des kamikazes ont été formellement identifiés par le parquet belge. À gauche, Ibrahim El Bakraoui. À droite, Khalid El Bakraoui. 2 frères de nationalité belge de 30 et 27 ans, connus jusqu'à présent par la police pour des faits de grand banditisme. Sur ces images de vidéosurveillance prises quelques minutes avant les explosions, Ibrahim El Bakraoui apparaît au centre poussant un chariot où se trouvaient très probablement les charges explosives. Une photo montrant les 3 suspects a été diffusée. L'auteur au milieu de la photo, qui est l'un des 2 kamikazes, a été identifié grâce à ses empreintes. Il s'agit de Ibrahim El Bakraoui. Son frère Khalid El Bakraoui a lui aussi été identifié par ses empreintes comme étant l'auteur de l'attentat dans la station de métro de Malbec à Bruxelles. L'enquête a pu progresser rapidement grâce au témoignage d'un chauffeur de taxi ayant transporté les terroristes. Une perquisition menée à l'adresse où il était venu les chercher a permis de découvrir un arsenal explosif important ainsi que le testament d'Ibrahim El Bakraoui retrouvé dans une poubelle près de l'appartement. Mais des zones d'ombre subsistent encore pour les enquêteurs, toujours à la recherche du 3e homme présent sur la photo de vidéosurveillance. En attendant, le parquet fédéral fait preuve de la plus grande discrétion et continue les perquisitions pour faire progresser l'enquête. En Belgique, l'émotion est forte. Une minute de silence a été observée dans la capitale bruxelloise. Sous le choc, les hommages se sont multipliés. Lola Palny. À midi, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées place de la Bourse au centre de Bruxelles pour observer une minute de silence qu'ils ont rompu au cri de Vive la Belgique, suivi par de longs applaudissements. Au siège de la Commission européenne, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, le couple royal belge et le Premier ministre Charles Michel ont aussi observé ce recueillement, le visage grave. Un peu plus tôt dans la journée, ce sont des Bruxellois quelque peu angoissés mais désireux de reprendre leur routine qui se sont engouffrés dans le métro. Il y a un peu de peur, mais j'essaye de rester calme et de ne pas faire trop de soucis, quoi. C'est clair que par rapport à d'habitude, normalement on est plutôt debout, là j'ai pu voyager assis. Je ne ferai pas le plaisir de changer mes habitudes pour ce genre de choses. Le trafic a repris partiellement dès 7 heures sur la 60aine de stations que compte le réseau. Seulement 11 ont réouvert sous une étroite surveillance policière et militaire. Le trafic ferroviaire belge reste lui aussi perturbé, des gares sont toujours fermées, mais les Eurostar et les Thalys roulent à nouveau. En ce jour de deuil, les drapeaux ont été mis en berne, mais les commerçants ont ouvert leurs boutiques, les écoles ont accueilli les enfants, seul l'aéroport directement frappé hier reste fermé et le sera encore demain. L'alerte terroriste reste relevée au niveau maximal sur l'ensemble de la Belgique. Et le Premier ministre Manuel Valls était à Bruxelles au lendemain des attentats qui ont donc ensanglanté la capitale belge. Je vous propose de l'écouter. C'est l'Europe qui est attaquée, sa capitale, Bruxelles, la capitale de la Belgique, qui est aussi la capitale de l'Europe. La France a été touchée en 2015, aujourd'hui c'est la Belgique, mais à travers Paris et aujourd'hui Bruxelles, c'est bien l'Europe, ses valeurs, son mode de vie, sa démocratie, sa tolérance, qui sont visées par
les terroristes, et j'aurai l'occasion de nouveau de rappeler à Jean-Claude Juncker et au collège de commissaires que je rencontre après combien nous attendons sur un certain nombre de dossiers que l'Europe mette en œuvre les décisions que nous avons ensemble décidées et que le Parlement européen, par exemple, se décide enfin à adopter le PNR. Il faut tourner la page de l'angélisme et d'une forme d'insouciance que nos sociétés ont connue. Le terrorisme est venu malheureusement le rappeler. Face à cela, avec les armes de l'état de droit et de la démocratie, nous devons être forts, unis, pour que, c'est un beau mot, le destin commun qui est le nôtre, celui de la Belgique et de la France, celui de l'Europe, puisse se poursuivre. Alors, ces attentats interviennent dans un contexte difficile pour les 28 États membres qui tardent toujours à trouver une réponse commune au terrorisme. Nathalie Guilloire. C'est par une minute de silence que commence la visite de Manuel Valls à Bruxelles, aux côtés de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, et de Charles Michel, le Premier ministre belge. Cette rencontre, c'est l'occasion de remettre sur la table le dossier sur la lutte antiterroriste au sein de l'Union européenne. Car à travers les attentats de Bruxelles, c'est l'Europe qui a été attaquée. Si tous les gouvernements avaient suivi dans leur sagesse les propositions de la Commission, la situation ne serait pas celle que nous constatons aujourd'hui. Nous avons le devoir d'être à la hauteur du destin de l'Europe, celui de la paix et de la sécurité. Ce destin est aujourd'hui mis à mal. Au lendemain des attentats, les discours politiques se durcissent autour des mesures que pourrait adopter l'Union européenne afin de lutter contre le terrorisme. La droite et la gauche française trouvent un même terrain d'entente sur deux mesures, le renforcement du contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne et l'adoption du PNR, le fichier des passagers aériens. Comment ne pas disposer de cet outil dont disposent d'autres pays? Il y a un PNR avec l'Australie, il y a un PNR avec le Canada, je le redis avec les États-Unis, et l'Europe en est dépourvue. L'urgence est de traiter des sujets qui se présentent à nous. Il faut absolument renforcer le contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne. Deux, quand les personnes franchissent ces frontières extérieures, il faut interroger le système d'information Schengen. Pour le président du Sénat, il faut même donner davantage de pouvoir à l'Europe. Il faudra bien, c'est un gaulliste qui vous dit ça, qu'en matière de sécurité et de prévention du terrorisme, comme de la grande criminalité, nous décidions peut-être de certaines délégations de souveraineté. Face aux événements dramatiques de ces dernières heures, l'Europe est très attendue sur le terrain de la sécurité. Certains politiques évoquent même l'idée d'un FBI européen. Et on vient d'apprendre qu'il y aura une réunion demain extraordinaire à Bruxelles des ministres de l'Intérieur et de la Justice de l'Union européenne. Et c'est donc dans ce contexte que le projet de loi Urvoas s'est arrivé en commission ce matin au Sénat. Objectif, renforcer la lutte contre le terrorisme et réformer la procédure pénale. Ce texte reprend en partie des propositions de la droite sénatoriale, ce qui devrait faciliter son adoption en séance le 29 mars prochain. Les explications de Quentin Calmé. Ce projet de loi, c'est la réponse en matière pénale aux attentats qui ont touché la France en 2015, avec un principe, donner davantage de moyens d'enquête et d'action contre le terrorisme. Pour tout ce qui concerne les enquêtes, on renforce les pouvoirs du procureur, mais on va lui permettre d'utiliser, par l'intermédiaire de la police judiciaire, les mêmes moyens que les services de renseignement. On va permettre, en matière de terrorisme, les perquisitions de nuit, qui sont quand même une mesure lourde dans notre droit pénal. Donc, véritablement, on va donner au procureur les moyens de mener son enquête. Sous le contrôle du juge de la liberté et de la détention. Parmi les mesures les plus importantes, la rétention de sûreté pour les djihadistes revenus en France, mais aussi un nouvel arsenal technologique avec les IMSI catchers, ces valises espions. Le texte donne aussi une légitime défense élargie à un policier pour utiliser son arme de service. Autant de mesures davantage encadrées dans la version du Sénat votée ce matin en commission. Nous travaillons sur ce texte pour qu'il ne soit pas un texte de circonstance, mais un texte qui donne des moyens pour lutter contre le terrorisme, tout en préservant nos libertés auxquelles nous sommes très attachés. Parmi les articles les plus controversés, les 4 heures de rétention pour vérifier l'identité d'une personne suspectée de terrorisme. Certains sénateurs sont très méfiants.
C'est quand même une privation de liberté pendant 4 heures, avec moins de garantie qu'une garde à vue. Pas d'avocat, pas d'audition. Donc finalement, c'est pour laisser aux autorités administratives la possibilité de faire des vérifications. Enfin, une grande question avec ce débat. Les procureurs et juges des libertés disposeraient de beaucoup plus de pouvoir, mais sans davantage d'indépendance. Une indépendance qui ne serait possible qu'avec une modification constitutionnelle, toujours au point mort, sans les 3/5 du Parlement pour la voter. Et dans notre multiplex, on retrouve Tam Tragny en direct de la salle des conférences du Sénat. Tam, vous êtes avec Philippe Bas, le président de la commission des lois, pour en savoir un peu plus sur ce texte dont les amendements extérieurs n'ont pas encore été examinés. Oui, et pour l'instant, en tout cas, lors de l'examen de ce texte ce matin en commission, la grande majorité des amendements provenaient de la proposition de loi de la droite sur ce sujet. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est ouvert à avoir les propositions de la droite acceptées ? Oh, je suis certain qu'il l'est. Là, ce texte, c'est la véritable épreuve. La gauche a voté avec vous d'ailleurs ce matin, oui. La plupart des amendements. Ce texte, c'est la véritable épreuve de vérité sur la volonté de lutter plus efficacement contre le terrorisme. C'est pas dans la révision constitutionnelle qu'on trouve de nouvelles armes. C'est dans ce texte-là. Et il a déjà repris à l'Assemblée nationale une grande partie des propositions que j'avais faites avec Michel Mercier dans la proposition de loi que nous avons adoptée en février. Nous en avons rajouté d'autres ce matin, et nous espérons que le gouvernement, qui a affirmé vouloir être à l'écoute, relayera ces propositions dans l'Assemblée. Elles ont été vraiment adoptées à une très large majorité de la Commission. Alors le débat sur ce texte, ça va être l'occasion de parler de la perpétuité effective pour les terroristes. Alors est-ce qu'il faut des peines incompressibles de 30 ans ou aller encore au-delà? Par exemple, on sait que Roger Karoutchi va déposer un amendement la semaine prochaine sur ce thème. Oui, il faut aller au-delà. Il ne faut pas généraliser ce cas, mais la perpétuité, c'est la perpétuité. Et je comprends bien que nous avons la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Enfin, elle n'a pas été écrite en pensant au terrorisme. Donc il faut tenir compte de cette particularité des crimes terroristes. On ne peut pas laisser dans la nature des gens qui seraient dangereux. Vous avez une durée en tête? 50 ans? On parle de 50 ans? Ce que j'ai en tête, c'est de faire en sorte qu'ils ne sortent pas de prison. Et pour ça, il faut faire en sorte que quand on examine la situation de ces détenus, mais le plus tard possible, pas avant 30 années de prison, eh bien, on y mette de telles conditions qu'en pratique, ça rende impossible leur sortie de prison. Qu'on ne permette pas de réduction de peine, qu'on ne permette pas l'application, vous savez, de la contrainte pénale inventée par Madame Taubira, qui se substitue aux peines de prison. Pas de ça pour le terrorisme. Que nous soyons inflexibles et que nous protégions la société contre les terroristes en faisant en sorte que l'enfermement à perpétuité dure toute la vie, ce qui devrait aller de soi. Alors le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a réclamé avec force hier l'inscription à l'ordre du jour du Parlement européen, la mise en place du PNR, ce fichier des passagers aériens. Alors pourquoi cette fixation quand on pense que finalement il y a aussi de nombreux terroristes qui ne sont pas rentrés par avion? Oui, enfin, si déjà vous surveillez les vols en avion, vous couvrez une partie des déplacements. C'est pour vous essentiel aussi? Mais bien entendu, ça suffit, c'est pas l'inodie. Ça fait trop longtemps que ça dure maintenant, que le Parlement européen ouvre les yeux et qu'on fasse en sorte effectivement que l'information sur l'identité des passagers et l'accès aux fichiers du terrorisme soit facilité pour que les transports aériens soient sûrs et qu'on puisse en plus récupérer des gens sur lesquels on a de mauvais renseignements à leur descente d'avion ou au moment plutôt où ils vont le prendre. Merci beaucoup Philippe Bas d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup Tam. Et dans ce projet de loi Urvoas, il prévoit de faire entrer dans la loi française des dispositions spécifiques à l'état d'urgence, un régime d'exception qui pourrait encore être prolongé dans la perspective de l'Euro de foot en 2016. Mais est-ce vraiment possible? Élément de réponse avec Marie Brémaud. Et si l'urgence s'éternisait? Au vu des attentats de Bruxelles, l'exécutif pourrait envisager de proroger l'état d'urgence au-delà du 26 mai. Et rien ne s'oppose à une seconde reconduction de ce régime d'exception. Il n'est absolument pas impossible en droit de le proroger indéfiniment, à condition bien sûr qu'à chaque loi,
pose un terme fixe de prorogation de l'état d'urgence, car la loi doit fixer le terme de l'état d'urgence. Elle ne peut pas dire l'état d'urgence est engagé pour une durée indéterminée. Il faut qu'elle dise l'état d'urgence est engagé pour 3 mois, ou pour 6 mois, ou pour 1 an. L'état d'urgence au-delà de 12 jours ne peut être autorisé que par une loi votée par le Parlement qui en fixe sa durée définitive. Le Parlement joue ainsi son rôle de contre-pouvoir. Mais dans le contexte de menaces actuelles, rares sont les élus de gauche comme de droite qui osent s'élever contre ce régime d'exception. Ce qui se passe en ce moment en Belgique oblige à penser les choses et à prévoir les choses. N'ayons aucun angélisme face à ces menaces. Ça serait coupable de notre part. Des mesures exceptionnelles censées rassurer les Français. Et pour le gouvernement, il n'est pas évident d'y mettre fin. Si on y met fin, qu'il y a un attentat, on va lui reprocher d'y mettre fin. Mais si on n'y met pas fin et qu'il y a un attentat, on va lui dire, vous voyez bien que ça ne sert à rien. Et si on n'y met pas fin et qu'il n'y a pas d'attentat, on va dire, ça ne sert plus à rien d'avoir l'état d'urgence puisqu'il n'y a pas d'attentat. Donc c'est en réalité, effectivement, un problème politique. Et l'exécutif semble avoir trouvé la solution. Faire adopter une loi de lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Une loi ordinaire qui reprendrait certaines mesures du régime de l'état d'urgence. Et on retrouve tout de suite Saveria Rojek en direct de l'hémicycle du Sénat. Bonjour Saveria. Cet après-midi, un débat est organisé au Sénat sur les moyens dédiés au renseignement en France. Alors, de quoi a-t-on parlé cet après-midi? Alors, pour bien comprendre Delphine, tout d'abord, ce débat fait suite à un rapport sénatorial qui a été publié avant les attentats de novembre dernier. Philippe Dominati, l'auteur de ce rapport, m'expliquait d'ailleurs ce matin que plusieurs des recommandations qui sont dans ce rapport ont depuis été mises en œuvre. La première sur les moyens, avec les 340 millions d'euros débloqués dès le lendemain des attentats. Deuxième recommandation évoquée dans le rapport, qui là encore, selon le sénateur, a été satisfaite depuis, c'est le rééquilibrage en faveur du renseignement territorial. Un renseignement territorial qui jusqu'alors pêchait par sa faiblesse. Enfin, dernière grande recommandation du rapport, la prise en compte du changement d'échelle du terrorisme. Et là encore, force est de constater que l'exécutif en a pris la mesure. L'implication du chef de l'État me satisfait, m'a d'ailleurs expliqué ce matin Philippe Dominati, le sénateur Les Républicains, qui a fait référence, bien sûr, tout à l'heure dans son discours à la tribune, aux attentats de Bruxelles et à cette menace qui se fait de plus en plus précise, de plus en plus cruelle. Il recommande notamment, et c'est la proposition phare de son rapport, de regrouper les services en passant de 4 à 2 services de renseignement intérieur. Alors côté gouvernement, eh bien, Bernard Cazeneuve est lui revenu précisément sur toutes les mesures prises depuis 2013 pour renforcer les capacités du renseignement intérieur. Il a surtout tenu à rendre un hommage appuyé à ces hommes et à ces femmes qui font tout chaque jour pour protéger les Français. C'était la conclusion à l'instant du ministre Delphine. Merci beaucoup Saveria. Et justement, eh bien, je vous propose d'écouter la réponse de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui vient juste de s'exprimer dans l'hémicycle du Sénat. Les tragiques attentats commis hier à Bruxelles, faisant suite à plusieurs attaques perpétrées au cours des derniers mois, nous l'ont une fois de plus démontré. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une menace terroriste d'une nature et d'une ampleur sans précédent. Récemment, la Côte d'Ivoire a elle aussi été prise pour cible, tandis que le Mali a dû faire face, il y a 2 jours à peine, à une nouvelle attaque, fort heureusement déjouée. En Europe comme en Afrique et au Moyen-Orient, aucun pays n'est à l'abri. Il est indispensable que la nation soit rassemblée face à une telle menace. Pour vaincre nos ennemis, nous avons besoin d'unité, nous avons besoin de la mobilisation de tous et nous avons besoin aussi, sur ces sujets complexes, de la plus grande rigueur intellectuelle. Et sur ce point, il y aurait beaucoup à dire. Vous avez rendu, monsieur le sénateur, votre rapport le 7 octobre dernier, donc avant les attentats du 13 novembre. Par définition, depuis lors, la situation a beaucoup évolué et en conséquence, comme il était normal de le faire, le gouvernement a pris plusieurs décisions importantes pour adapter et renforcer notre dispositif antiterroriste. Mais il en avait pris bien avant le mois de janvier 2015 et il en avait pris de nombreuses entre le mois de janvier et le mois de novembre 2015 dont votre rapport ne fait pas état, et c'est la raison pour laquelle mon propos permettra de compléter votre rapport par quelques précisions qui permettront au Sénat d'avoir l'ensemble des éléments dont il a besoin
pour se faire une idée complète des sujets dont il a à connaître. Mon propos vous permettra, je n'en doute pas, de constater d'abord les efforts nécessaires que le gouvernement a consentis depuis 2012 pour donner enfin à nos services de renseignement intérieur les moyens de lutter efficacement contre une menace d'une portée tout à fait inédite. De ce point de vue-là, un certain nombre d'interventions et d'éléments du rapport nous expliquent comment il faut corriger ce qui a été très fortement endommagé au cours des années précédentes. Et généralement, quand on a beaucoup endommagé, on est plus légitime que d'autres à expliquer comment il faut corriger. Aujourd'hui, le terrorisme djihadiste, quel que soit le visage qu'il emprunte, Daesh, Al-Qaïda, AQMI, constitue de loin le principal défi auquel nos services de renseignement doivent répondre. Chacun doit bien comprendre que la France constitue l'une des cibles prioritaires des djihadistes. Et s'il est avéré que les attentats du 13 novembre ont été planifiés depuis la Syrie et coordonnés, je le rappelle, en dehors de nos frontières, d'autres attaques ont été le fait de personnes radicalisées sur notre sol, parfois dans un délai très court, et jusqu'alors connues des services de police pour de simples faits de délinquance. Dans ce contexte, notre objectif prioritaire consiste à prévenir et à empêcher la commission de nouveaux attentats, et pour cela, chacun en conviendra, nous avons besoin de services de renseignement efficaces et extrêmement mobilisés. C'est un point d'accord total entre le gouvernement et le rapporteur. Le rôle de ces services est absolument décisif et à cet égard, je tiens à leur rendre hommage pour l'opiniâtreté dont ils font preuve afin de garantir la sécurité de notre territoire et la protection de nos concitoyens. Et je veux d'ailleurs profiter de cette intervention pour dire qu'il est bien entendu toujours légitime d'évaluer l'activité des services de renseignement. Il est toujours légitime de pouvoir critiquer leurs manquements, mais qu'il peut être totalement démotivant pour des policiers qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans ces services de renseignement au quotidien pour assurer la protection des Français, que de voir la question de la lutte contre le terrorisme instrumentalisée à des fins partisanes, en mettant en cause le rôle joué par ces services et par ces policiers qui ont besoin davantage de considération et de remerciements pour le travail qu'ils font que de critiques qui viennent alimenter de mauvaises polémiques à caractère politique. Je veux rappeler que depuis 2013, grâce à un travail minutieux, les services de renseignement, cela n'a pas été dit, donc je me permets de le dire, mais en même temps, il est normal que nul ne le dise à cette tribune, puisque l'objectif est de critiquer plutôt que de remercier. Nous avons déjoué pas moins de 11 projets d'attentats, pas moins de 11, dont 6 depuis le mois de janvier 2015. Le gouvernement accorde une extrême importance à l'activité de nos services de renseignement. Et c'est la raison pour laquelle, dès 2012, bien avant les attentats, nous nous sommes employés à la fois à renforcer les moyens dont ils disposent, à améliorer leur organisation, à moderniser le cadre juridique de leur action. Il y avait là une urgence et une nécessité absolue pour tirer les leçons des tueries survenues à Toulouse et à Montauban entre le 11 et le 19 mars 2012 et éviter par là même que notre pays ne se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité. Alors que le Sénat examine en seconde lecture une proposition de loi pour renforcer la compétitivité agricole, on s'arrête un instant sur la situation des producteurs de lait. La semaine dernière, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, a obtenu de Bruxelles des réductions temporaires de la production dans ce secteur en crise. Comment cette dérogation aux règles de la concurrence a-t-elle été accueillie? Pour certains agriculteurs, il est déjà trop tard. Voyez ce reportage de Flora Sauvage en Maine-et-Loire. Il faut se battre, on va continuer. Régis et Arnaud sont producteurs de lait dans le Maine-et-Loire. Après les annonces faites la semaine dernière à Bruxelles sur une régulation des prix du lait, ils ont le sentiment d'avoir été entendus. Mais ils ne veulent pas crier victoire trop vite. Ça va dans le bon sens. Maintenant, on sait que c'est une régulation à courte durée. Si j'ai bien compris, c'est 6 mois, renouvelables une seule fois. À côté de ça, on entend dire et on peut lire que certains pays aujourd'hui au niveau de l'Union européenne ne sont pas encore d'accord avec ça. Avec la chute des prix du lait, Régis a dû baisser son salaire d'1 tiers. Une situation difficile à gérer pour ce jeune agriculteur.
On a vécu quand même 2 années terribles en 2009-2010. Il faut recommencer à se serrer archi la ceinture pour essayer de payer nos dettes, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui nous désespère et on n'y voit pas d'avenir et on ne voit surtout pas le bout du tunnel, quoi. Face au désarroi de son mari, Mélissa décide il y a un mois de poster une annonce sur Le Bon Coin. Exploitation agricole à vendre à 1 € dans le Maine-et-Loire. Je me suis dit, si je poste une annonce, il va peut-être avoir 2-3 messages, ça va lui faire du bien, ça va lui remonter le moral. Au départ, c'était vraiment juste ça. Mais de le voir autant travailler et de ne pas être reconnu du tout, c'est plus ça qui me faisait mal au cœur. Arnaud, le mari de Mélissa, s'est installé sur l'exploitation avec ses parents comme producteur de lait en 2011. Il possède 110 hectares et 340 vaches laitières, ainsi que des cochons. Il s'est installé, il n'y avait pas énormément d'investissement, il n'y a pas des gros emprunts à rembourser. Justement, du coup, voilà, on se dit, lui, il commence à galérer, mais les autres, il y en a d'autres, c'est encore pire, donc c'est ça qui fait plus mal au cœur. Avec la baisse du prix du lait, la situation financière d'Arnaud et sa famille devient de plus en plus difficile. Depuis octobre-novembre l'année dernière, on voit bien que ça baisse. Donc là, on est rendu à 270 € les 1000 litres. Bien sûr, on part toujours par 1000 litres. Et donc, moi, ce que je ne comprends pas, c'est quand même que le consommateur, lui, il paye... je voudrais bien savoir où l'argent va entre nous et le distributeur. Arnaud cherche un associé pour l'aider sur l'exploitation, mais il espère que le cours du lait va remonter. Il faut que ça change, parce que moi, c'est pareil, si je trouve personne de motivé, si les prix ne changent pas, je ne vais pas continuer à travailler pour la gloire. Même si j'aime mon métier, je ne sais pas ce que je ferai d'autre. Une situation précaire pour les producteurs laitiers. La crise actuelle est l'une des plus dures jamais subies par les producteurs de lait depuis la création de la politique agricole commune. Et on va retrouver Tam Trani, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat, avec le sénateur socialiste Henri Cabanel. Tam, cette proposition de loi émane de la droite sénatoriale et pourtant la gauche ne va pas la voter. Oui, la gauche va a priori s'abstenir. D'ailleurs, c'est ce qui s'était passé en première lecture au Sénat. Le texte avait été adopté relativement largement grâce à cela. Alors, comprenez-vous dans ce contexte l'attitude de l'Assemblée nationale qui, elle, a adopté une motion de rejet? Comprenez-vous qu'elle ait été si radicale? Je pense qu'ils auraient dû effectivement débattre sur un sujet aussi important que l'agriculture, à la fois pour notre agriculture, mais surtout par rapport à nos agriculteurs qui sont dans une situation... C'est un mauvais signal pour les agriculteurs? Je pense que c'est un mauvais signal porté à l'agriculture et que l'agriculture aujourd'hui mérite le débat, même si, comme nous au Sénat, nous ne sommes pas du tout en phase avec la proposition de loi qui nous est présentée, mais sur laquelle nous souhaitons débattre, bien sûr. D'évidence, les plans du gouvernement et même le projet de loi sur l'avenir de l'agriculture l'année dernière ont été insuffisants. Est-ce que le gouvernement n'a pas été au rendez-vous des agriculteurs ? Non, il ne faut pas dire ça. Je pense que le plan qui a été voulu par le gouvernement, et notamment à travers la loi d'avenir, est en phase avec ce qu'attendent les citoyens aujourd'hui. La problématique, c'est une problématique au niveau européen. Aujourd'hui, notre agriculture est en partie dépendante de la politique agricole commune et je crois que dans des risques économiques tels que nous l'avons subi, notamment par rapport à l'embargo russe, il faut une véritable réflexion et engager une discussion au niveau européen pour revoir un petit peu la PAC. Cette PAC post-2020 se discutera en 2016 ou en 2017. D'ailleurs, Stéphane Le Foll a commencé à entamer ce dialogue avec l'Europe. La Commission européenne a accepté le principe de la réduction temporaire de la production de lait. Est-ce que pour vous, il faudrait même retourner au quota laitier? Alors, les outils de régulation ne sont pas souhaités par l'Europe et aujourd'hui la politique ultralibérale qui est menée par l'Europe supprime au fur et à mesure les outils de régulation. Il faut réfléchir effectivement à un outil de substitution qui nous permettra de réguler les prix. Il est bien évident qu'aujourd'hui on est sur une surproduction et quand l'offre est supérieure à la demande, les prix chutent. Et ce qu'a obtenu Stéphane Le Foll le lundi 14 mars au niveau du Conseil européen va dans le bon sens, puisque, comme vous venez de le préciser, l'article 222 a été déclenché.
Seule problématique que je vois, moi, à travers cet article 22, le commissaire européen pouvait le rendre obligatoire. Oui. De ce fait, tous les États étaient obligés d'appliquer cet article-là. Là, il l'a appliqué qu'à titre de volontariat, donc si ce n'est que la France qui l'applique, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Est-ce qu'il faut faire en sorte que les coûts de production soient pris en compte dans la fixation des prix? On sait que Stéphane Le Foll avait tenté de le faire sur le prix du porc, par exemple, mais il s'est heurté à l'industrie agroalimentaire. Bien sûr que c'est nécessaire, sauf qu'aujourd'hui, par rapport aux politiques qui sont menées au niveau de l'Europe, c'est irréalisable. Parce que la volonté, c'est la libre concurrence, et à ce titre-là, c'est le marché qui fait le prix. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut avoir une volonté de discuter sur la future pacte, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à trouver les prix qui nous permettront de sauver les agriculteurs, en tout cas de leur permettre d'avoir un revenu suffisant, décent. Oui. Merci beaucoup Henri Cabanel d'avoir répondu à nos questions. À tout à l'heure Delphine pour d'autres réactions. Merci beaucoup Tam. Il est tout juste 17h sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. L'Europe face au défi du terrorisme, le Parlement bloque toujours le contrôle des armes et l'échange de fichiers des passagers. Pourquoi les mesures de lutte contre le terrorisme ont-elles du mal à se concrétiser au niveau de l'UE? On ouvre le débat dans Sénat 360. Au lendemain des attentats de Bruxelles qui ont fait au moins 31 morts et 270 blessés, dont 10 Français, l'enquête avance. Deux frères ont été identifiés comme étant les deux kamikazes, dénommés Ibrahim et Khalid El Bakraoui. Un troisième suspect est toujours en fuite. Le point sur l'enquête à suivre. Et dans ce contexte, examen en commission du projet de loi de réforme pénale, il prévoit de faire entrer dans la loi française des dispositions spécifiques à l'état d'urgence et reprend en partie des propositions de la droite sénatoriale. On en parle dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir si vous le souhaitez à tous nos débats sur Twitter, #Sénat 360. Pour nous accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30, nos journalistes en duplex du Sénat, Tam Tranui et Saveria Rojek. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Le parquet belge l'a confirmé, les frères El Bakraoui ont bel et bien été identifiés comme les kamikazes qui se sont fait exploser hier. Ibrahim à l'aéroport, Khalid dans le métro, un troisième homme est toujours en fuite, Anne-Laure Bance. 24 heures seulement après les attentats qui ont frappé Bruxelles, deux des kamikazes ont été formellement identifiés par le parquet belge. À gauche, Ibrahim El Bakraoui. À droite, Khalid El Bakraoui. Deux frères de nationalité belge de 30 et 27 ans, connus jusqu'à présent par la police pour des faits de grand banditisme. Sur ces images de vidéosurveillance prises quelques minutes avant les explosions, Ibrahim El Bakraoui apparaît au centre poussant un chariot où se trouvaient très probablement les charges explosives. Une photo montrant les trois suspects a été diffusée. L'auteur au milieu de la photo, qui est l'un des deux kamikazes, a été identifié grâce à ses empreintes. Il s'agit de Ibrahim El Bakraoui. Son frère Khalid El Bakraoui a lui aussi été identifié par ses empreintes comme étant l'auteur de l'attentat dans la station de métro de Malbec à Bruxelles. L'enquête a pu progresser rapidement grâce au témoignage d'un chauffeur de taxi ayant transporté les terroristes. Une perquisition menée à l'adresse où il était venu les chercher a permis de découvrir un arsenal explosif important ainsi que le testament d'Ibrahim El Bakraoui retrouvé dans une poubelle près de l'appartement. Mais des zones d'ombre subsistent encore pour les enquêteurs, toujours à la recherche du troisième homme présent sur la photo de vidéosurveillance. En attendant, le parquet fédéral fait preuve de la plus grande discrétion et continue les perquisitions pour faire progresser l'enquête. Et en Belgique, l'émotion est forte. Une minute de silence a été observée dans la capitale bruxelloise sous le choc. Les hommages se sont multipliés. Lola Palny. À midi, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées place de la Bourse au centre de Bruxelles pour observer une minute de silence qu'ils ont rompu au cri de « Vive la Belgique » suivi par de longs applaudissements. Au siège de la Commission européenne, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, le couple royal belge et le Premier ministre Charles Michel ont aussi observé ce recueillement, le visage grave. Un peu plus tôt dans la journée, ce sont des Bruxellois quelque peu angoissés mais désireux de reprendre leur routine qui se sont engouffrés dans le métro. Il y a un peu de peur, mais j'essaye de rester calme et de ne pas faire trop de soucis, quoi. C'est clair que par rapport à d'habitude, normalement on est plutôt debout, là j'ai pu voyager assis. Je ne ferai pas le plaisir de changer mes habitudes pour ce genre de choses. Le trafic a repris partiellement dès 7 heures sur la soixantaine de stations que compte le réseau. Seulement 11 ont réouvert sous une étroite surveillance policière et militaire.
Le trafic ferroviaire belge reste lui aussi perturbé, des gares sont toujours fermées, mais les Eurostar et les Thalys roulent à nouveau. En ce jour de deuil, les drapeaux ont été mis en berne, mais les commerçants ont ouvert leurs boutiques, les écoles ont accueilli les enfants, seul l'aéroport directement frappé hier reste fermé et le sera encore demain. L'alerte terroriste reste relevée au niveau maximal sur l'ensemble de la Belgique. Et on retrouve Saveria Rojek en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Saveria, cet après-midi, il a beaucoup été question des moyens financiers dédiés au service des renseignements français dans ce contexte d'attentats et de menaces élevées. Que s'est-il dit, Saveria? Eh bien, Delphine, pour bien comprendre, ce rapport fait suite à un rapport, ce débat, fait suite à un rapport sénatorial qui a été publié avant les attentats de novembre dernier à Paris. Philippe Dominati, l'auteur du rapport, m'expliquait d'ailleurs ce matin que plusieurs des recommandations qu'il émet dans ce rapport ont depuis été mises en œuvre. Et la première, c'est les 340 millions d'euros débloqués dès le lendemain des attentats. Deuxième recommandation évoquée dans le rapport et qui là encore a été satisfaite depuis, c'est le rééquilibrage en faveur du renseignement territorial. Et puis la dernière grande recommandation que faisait le sénateur Philippe Dominati dans ce rapport, c'était la prise en compte du changement d'échelle du terrorisme. Et là encore, force est de constater que l'exécutif en a pris la mesure. L'implication du chef de l'État me satisfait, m'a expliqué tout à l'heure Philippe Dominati. Le sénateur Les Républicains qui a fait référence bien sûr tout à l'heure dans la tribune aux attentats de Bruxelles et à cette menace qui se fait de plus en plus précise, de plus en plus cruelle. Il recommande notamment, et c'est la proposition phare de ce rapport, de regrouper les services en passant de 4 à 2 services de renseignement intérieur. Alors côté gouvernement, eh bien, Bernard Cazeneuve est lui revenu précisément sur toutes les mesures prises depuis 2013 pour renforcer les capacités de nos services de renseignement. Il a surtout tenu à rendre hommage à ces femmes et à ces hommes qui chaque jour font tout pour protéger les Français. Il a également tenu à rappeler que 6 projets d'attentats ont été déjoués l'année dernière, Delphine. Merci beaucoup Saveria, et c'est vrai que ces attentats interviennent dans un contexte difficile pour les 28 qui tardent toujours à trouver une réponse commune au terrorisme. Nathalie Guilloire. C'est par une minute de silence que commence la visite de Manuel Valls à Bruxelles, aux côtés de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, et de Charles Michel, le Premier ministre belge. Cette rencontre, c'est l'occasion de remettre sur la table le dossier sur la lutte antiterroriste au sein de l'Union européenne. Car à travers les attentats de Bruxelles, c'est l'Europe qui a été attaquée. Si tous les gouvernements avaient suivi dans leur sagesse les propositions de la Commission, la situation ne serait pas celle que nous constatons aujourd'hui. Nous avons le devoir d'être à la hauteur du destin de l'Europe, celui de la paix et de la sécurité. Ce destin est aujourd'hui mis à mal. Au lendemain des attentats, les discours politiques se durcissent autour des mesures que pourrait adopter l'Union européenne afin de lutter contre le terrorisme. La droite et la gauche française trouvent un même terrain d'entente sur 2 mesures, le renforcement du contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne et l'adoption du PNR, le fichier des passagers aériens. Comment ne pas disposer de cet outil dont disposent d'autres pays? Il y a un PNR avec l'Australie, il y a un PNR avec le Canada, je le redis avec les États-Unis, et l'Europe en est dépourvue. L'urgence est de traiter des sujets qui se présentent à nous. Il faut absolument renforcer le contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne. 2, quand les personnes franchissent les frontières extérieures, il faut interroger le système d'information Schengen. Pour le président du Sénat, il faut même donner davantage de pouvoir à l'Europe. Il faudra bien, c'est un gaulliste qui vous dit ça, qu'en matière de sécurité et de prévention du terrorisme, comme de la grande criminalité, nous décidions peut-être de certaines délégations de souveraineté. Face aux événements dramatiques de ces dernières heures, l'Europe est très attendue sur le terrain de la sécurité. Certains politiques évoquent même l'idée d'un FBI européen. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 consacré à l'Europe face au terrorisme avec 4 invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Pascale Joannin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Merci d'être avec nous. J'accueille également Christine Revaud d'Allonne Bonnefoy. Bonjour. Vous êtes députée européenne au Parti socialiste. Fabienne Keller est également avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Sénatrice Les Républicains du Bas-Rhin. Vous êtes vice-présidente de la Commission des Affaires européennes du Sénat. Et Yannick Jadot. Bonjour. Vous êtes député européen, groupe des Verts à
Alliance Libre Européenne. Merci à tous les quatre. Cette question du PNR, on le voit, qui arrive sur le devant de la scène. On a appris à l'instant qu'il y aurait demain une réunion extraordinaire à Bruxelles réunissant tous les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Est-ce que vous pensez que ce contexte d'attentat peut accélérer le calendrier, l'agenda de l'Europe, Christine Revaud-Dallon? Le calendrier a été fixé depuis longtemps. Il devait être présenté au vote en plénière en même temps que le paquet sur les protections des données personnelles. Ce paquet des protections des données personnelles a pris du retard en termes de traduction, quelque chose dont on n'est absolument pas maître, nous, au Parlement européen, puisque en commission des libertés civiles, commission dans laquelle je siège, on a voté et le rapport sur le PNR et le rapport sur la protection des données. Simplement, il y a ce problème de tempo qui n'est pas concilié pour l'instant, qui n'était pas en mars et qui devrait l'être au mois d'avril. En tout cas, nous avons toujours demandé à respecter les engagements qui étaient ceux de passer au vote le plus vite possible. Ouais. Yannick Jadot, on sait que vous êtes opposé à la création de ce PNR, de ce fichier de passagers. Non. Non, on n'est pas opposé. Oui. Non, on n'est pas opposé à la création d'un fichier d'échange de données sur les passagers. Les écologistes comme les écologistes comme les sociodémocrates, les libéraux, à un moment donné dans ce Parlement, ont pris leur responsabilité de considérer qu'on ne pouvait pas adopter une nouvelle directive qui serait contraire au droit européen. La Cour européenne de justice a été saisie et a dit attention sur la façon dont va être organiser la collecte des informations très larges sur l'ensemble des passagers, il y a un problème au regard du droit européen de la protection de la vie privée. Et un regard aussi, ce qu'on appelle la proportionnalité, c'est-à-dire qu'on met en place un énorme outil. C'est un outil qui va coûter à l'Europe, rien que sa mise en œuvre, 1 milliard d'euros. Et autour de 100 millions sur le fonctionnement annuel de cet outil. Est-ce que c'est un outil qui va effectivement nous permettre de lutter contre le terrorisme? Et la réponse, malheureusement, de ce point de vue-là, c'est qu'on ne sait pas si le PNR sera efficace. Qu'il soit un outil, s'il respecte le droit européen, qu'il soit un outil de plus dans la lutte antiterrorisme. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard des dernières années, tous les attentats qui ont été commis en Europe, les personnes étaient enregistrées sur tous les fichiers de la lutte antiterrorisme? Ce qui a manqué, ça n'est pas de collecter de l'information sur absolument tout le monde pour faire comme dans une meule de foin, trouver une épingle. Ouais. Ce qui a manqué, c'est que des gens suspectés d'activités terroristes puissent être correctement surveillés. Et moi, la question que je pose aujourd'hui, alors c'est très simple. Vous savez, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve disent globalement, s'il y a des attentats, c'est la faute du Parlement européen. Je trouve ça irresponsable. Ce qui serait responsable aujourd'hui... Tout à fait ce qu'ils ont dit. Non, mais si, parce que le truc répétitif en permanence que de dire on attend comme si c'était la panacée. Simplement, aujourd'hui, on doit savoir, mettons en place un PNR qui respecte le droit européen. Deuxièmement, est-ce que les 1 milliard d'euros aujourd'hui doivent aller sur cet outil-là? Oui, alors si vous n'êtes pas tout à fait opposé, on a compris quand même vos réticences à la mise en place de ce PNR. Est-ce qu'aujourd'hui, les attentats, le contexte de menace particulièrement élevé peut encore permettre qu'on se pose des questions autour de ce PNR? Les Français, les Européens, sur ce sujet tellement grave du terrorisme, attendent des actions. Ils savent bien que c'est compliqué, que c'est difficile, que ça nécessite plusieurs outils. Mais le PNR en fait partie. Je respecte vos arguments, mais l'urgence impose une mise en œuvre, quitte à prendre peut-être quelques risques. On pourra piloter les suites de sa mise en œuvre, mais connaître le nom, les caractéristiques des personnes qui atterrissent sur le territoire de la zone Schengen, c'est naturel. Comme il est indispensable de mieux alimenter, que chaque État alimente mieux les fichiers européens, notamment le système d'information de Schengen, qui est ce fichier du système Schengen qui retrace les flux, tout particulièrement des personnes les plus à risque, comme il est indispensable et urgentissime que nos services de renseignement échangent plus facilement des informations, puisqu'on voit bien les frontières à l'intérieur de Schengen, elles sont faciles à traverser, donc il faut que nos services soient à la hauteur de cette réalité de mouvement des terroristes. C'est un ensemble d'outils, une volonté politique, une volonté d'action qu'il faut mettre en œuvre et nous devons tous nous mettre au service
je crois, de cet objectif qui est une priorité absolue pour l'Europe. En voulant être efficace, on est d'accord. La question, c'est pas, on ne peut pas accuser le Parlement européen de laxisme en matière de lutte antiterroriste. La question, c'est est-ce que les outils, au regard y compris de leur coût, est-ce que ce sont ces outils-là qui sont absolument prioritaire. Ça fait partie d'un ensemble de mesures. C'est clairement prioritaire si cela peut apporter des informations utiles. Vous ferez les évaluations dans votre travail, dans votre mission de parlementaire. Reconnaissez que sur toutes les dernières années, se doter de ces outils, c'est le minimum. Un PNR n'aurait pas permis d'arrêter ces attentats alors où les défaillances ont été, comme vous l'avez dit, en matière de coopération européenne. Ça, c'est vrai. Il faut faire tout à la fois. Le défi est majeur et hors d'échec. On est bien d'accord, mais on ne peut pas avoir raison tout seul et il faut emporter l'adhésion des 28 pays, des 28 États et des députés. Peut-être la réponse de Pascal Jouannin. Est-ce qu'on a peut-être... Je ne suis pas parlementaire, donc ça va être plus simple. de voir les 28 s'accorder autour de cette question de PNR qui est au cœur de la lutte contre le terrorisme. Alors, le PNR, c'est qu'un outil, je suis d'accord, c'est un outil indispensable et il n'a que trop traîné. Il est sur la table depuis 2011. Donc, on est en 2016. Je veux bien qu'il y ait besoin de temps, qu'on ait besoin de faire des tas de choses, mais 5 ans, c'est long, surtout quand en 5 ans, la situation a changé à l'égard du terrorisme. On est passé en effet d'une période où il y avait un risque très fort, et là un risque quand même très 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 important. La question, elle n'est pas des moyens. Les moyens, ils existent. Il faut peut-être les renforcer. Ne me faites pas l'élever au ciel. Les moyens, ils existent. Vous n'étiez peut-être pas parlementaire européen, mais il y a des choses qui ont été faites avant et qui existent. Le mandat d'arrêt européen, il existe. Europol, Eurojust, ça existe. Le système d'information Schengen, ça existe. Il y a des tas de structures qui existent. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'en effet, les leaders politiques, au lieu de faire des déclarations incantatoires, je rejoins Yannick Jadot, pas sur le PNR, mais en disant l'Europe doit faire, ils sont les acteurs, ministres, présidents, ils sont les acteurs. Ils siègent au Conseil, donc ils sont les acteurs pour en effet proposer que sur certains sujets, l'Europe fasse quelque chose. L'Europe, elle ne va pas s'arroger des pouvoirs qu'elle n'a pas dans des domaines où en effet les compétences européennes n'ont pas été transmises aux institutions européennes. Donc en effet, si on veut davantage de coopération, de coordination, on doit le faire, mais c'est les États qui sont un peu réticents à donner les informations. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, en effet, quand on regarde les choses? On se dit que tous ces événements, tout le monde nous dit, on savait que ça allait arriver, enfin les spécialistes, les gens qui sont dans le renseignement, etc., tous les gens vous disent, ça allait arriver, c'était évident, etc. Simplement, il y a des outils qu'on utilise mal, parce qu'ils ne sont pas forcément mis à jour. Ensuite, il y a des quantités de données. Et ensuite, il faut que ça soit actualisé et utilisé par tous. Or, on sait aujourd'hui que certains États sont réticents à transférer des données parce qu'ils les ont gardées. Ils disent, bon, alors on va faire un échange avec tel pays. Alors, pour le franco-belge, on voit que ça marche parce qu'en effet, depuis le 13 novembre, etc. Mais ça n'existe pas dans tous les pays. Mais le franco-belge qui passe la frontière, il ne passe pas que la frontière franco-belge, il peut aussi passer la frontière allemande, austro-hongroise. Justement, sur cette question des frontières, on sait aussi que la France pousse à la modification du code des frontières de Schengen. On a entendu Bernard Cazeneuve et là on nous dit aussi qu'on attend toujours le feu vert du Parlement européen pour qu'il y ait davantage de vérification des identités des Européens qui rentrent dans l'espace de circulation de Schengen. J'entends beaucoup de fois la phrase « on attend le feu vert du Parlement européen ». Mais donc sur le PNR, qu'on soit bien d'accord, ça a été voté en commission des libertés civiles, c'est pas de notre ressort, c'est une question de juriste linguiste qui ne dépend pas du Parlement européen, mais du Conseil, sur le vote en plénière. Sur la question de la directive sur les armes à feu, qui est aussi un sujet sur lequel on avance et on n'attend pas le feu vert du Parlement européen. C'est un dossier sur lequel on travaille et c'est un autre outil dans la lutte contre le terrorisme. On avance. Et sur la question des frontières Schengen, c'est la même chose. La Commission des libertés a émis son rapport, l'a voté. Donc on avance sur ces questions-là. Donc dire à chaque fois le Parlement européen traîne des pieds, ne veut pas avancer, c'est pas vrai. La difficulté, c'est dans l'interprétation qui est faite à la fin et sur l'issue du processus pour arriver à des actes réels. Et des moyens, oui, c'est vrai, vous avez raison, il y en a. Mais le problème, ils ne sont pas forcément utilisés et pas suffisamment bien. Donc même si je suis députée européenne que depuis 2014, j'ai quand même eu l'occasion de suivre les dossiers et de m'apercevoir que sur la coopération, ça a avancé beaucoup plus vite depuis un an, mais on a encore beaucoup à faire Yannick Jadot, je voudrais vous entendre sur aussi ces questions de frontières et de renforcement des contrôles. Mais écoutez, effectivement, ça a été dit. Moi, je ne dis pas qu'il faut
arrêter le PNR, il faut exclure le PNR. Mais y compris à un moment, vous-même, vous avez dit, le PNR est au cœur de la lutte contre le terrorisme. C'est ça que je conteste. Quand vous voyez les difficultés de travail entre le procureur belge et le procureur français, nous nous battons depuis des années pour qu'il y ait un procureur européen pour qu'on puisse faire des enquêtes européennes. Vous mentionnez, et vous le savez parfaitement, et vous avez raison, Europol, Eurojust. Il n'y a que quelques pays qui participent à cette coopération sur le renseignement. Et quand vous écoutez aujourd'hui, y compris aujourd'hui, les agences de renseignement, elles disent « oui, on veut bien échanger un peu d'informations, mais vous savez, le renseignement, c'est de l'information qui provient de certaines sources. Et comme on ne veut pas partager les sources, on ne veut pas partager les renseignements. Donc on a, sur tous ces dossiers, on a des informations Schengen sur les passagers. À chaque fois que quelqu'un entre dans l'espace Schengen, le système d'information Schengen peut parfaitement savoir si la personne est suspectée ou pas de participer à des activités terroristes. Donc on a beaucoup d'outils. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a peu de moyens. Quand vous écoutez tous les services, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Ils disent on est submergé par les informations sur les suspects qu'on n'arrive pas à traiter, on n'arrive pas à surveiller. Simplement, moi, ce que je dis en matière de lutte contre le terrorisme, c'est que la priorité, ça n'est pas de créer des outils qui surveillent tout le monde en espérant peut-être obtenir quelques informations, c'est aujourd'hui de renforcer les moyens de surveillance des personnes qui sont suspectées et qui agissent aujourd'hui. Fabienne Keller, ensuite je donne la parole à Pascal Joannin. Oui, donc sur cette question du contrôle des frontières Schengen que vous posez, c'est absolument stratégique. L'Europe avance toujours face aux crises, quand le mur s'approche. Cette situation de terrorisme est gravissime. C'est le moment juste pour faire des grands pas en avant, pour lever les obstacles que vous évoquez sur la coopération entre les services de renseignement, pour porter une vraie volonté, par exemple, de recruter ces 1500 gardes-frontières, gardes-côtes dont on parle, parce que la bonne solution, c'est bien d'épauler les pays qui sont les points d'entrée, les points faibles, les maillons faibles de la zone Schengen. Il faut donc une voie politique. Et là, je voudrais regretter que la France ne porte pas une vision, une volonté de meilleure protection des frontières, de meilleur respect de ces conventions et accords internationaux. Et si je peux me permettre, l'explication sur les traductions et tout du Parlement européen n'est pas très audible. C'est pas du Parlement européen, précisément, c'est du Conseil. Parlement européen, les institutions européennes sont l'émanation des États membres. C'est dommage que vous ne Les sachiez pas États ça, Madame membres Keller. doivent dépasser les obstacles. Non, le Parlement européen n'est pas l'émanation des États membres. Les États membres, Ah non. vous êtes représentants des populations, Voilà, de européennes. l'ensemble des citoyens Voilà, de l'Union européenne à exactement. travers des élections dans chaque État. On ne va D'accord. pas faire de la... Voilà, le détail, face à ce défi, il faut porter une vision politique. L'Europe fera ce que les États membres seront prêts à déléguer. Joannin, Et c'est le point de la délégation de souveraineté sur des Absolument. éléments de contrôle aux Tout à frontières. fait. C'est Est-ce que ces stratégique attentats, dans le domaine de la justice comme dans le domaine policier. Est-ce que ces attentats peuvent rapprocher les Européens? J'ai pu lire dans le journal Le Monde ce soir que le Premier ministre slovaque, par exemple, déjà émettait des doutes sur la capacité, je cite, des régimes démocratiques à lutter contre le terrorisme avec du politiquement correct. On laissera à Robert Fico ses déclarations. Moi, je vois quand même que sur ce sujet, il y a des débats, c'est très important. Mais là, il faut de l'action. C'est-à-dire que les citoyens là, qui nous écoutent ou qui nous regardent, alors c'est la faute du Parlement européen, du Conseil, etc. Ils s'en fichent. Ils veulent qu'on aille vite. Voilà. Simplement parce que les attentats se rapprochent. On a des attentats tous les 3 mois. Et alors donc, 5 ans, ça paraît complètement fou comme décision. Et on dit, oh, alors nous, on l'a voté, mais c'est pas... Voilà. C'est très bien, je conçois. Mais il faut aller vite. Voilà. Il faut aller vite. Et ça, maintenant, en effet, il y a une réunion du Conseil demain. Très bien, c'est la énième réunion du Conseil des affaires justice. Mais sur ce dossier-là, le transfert de souveraineté, il ne viendra pas des ministres, il viendra des chefs d'État et de gouvernement. Si les chefs d'État et de gouvernement se réunissent avec une réunion spéciale en avril sur, en effet, des transferts de souveraineté, parce qu'on voit bien aujourd'hui que l'Europe est bloquée pour 2 raisons. Un, parce qu'on touche maintenant à des sujets qui sont au cœur de ce qu'on appelle le pouvoir régalien. Alors on a transmis beaucoup de pouvoir, mais là il faut passer à un pouvoir où en effet on va dessaisir un peu les États pour qu'en effet l'Europe marche mieux. Et on voit bien que c'est nécessaire, sinon après en effet il y a les populistes qui vous disent « Coucou, tout ça, ça sert à rien puisque vous n'arrivez
n'arrivez pas à vous mettre d'accord et puis vous traînez les pieds, donc ça sert à rien. Et puis il y a deux pays qui doivent être le cœur, le moteur, c'est le franco-allemand. On voit bien qu'aujourd'hui, ça patine dans les réponses européennes, parce que et la France et l'Allemagne n'ont pas les mêmes idées. On l'a vu sur la question migratoire, on le voit peut-être demain sur les questions terroristes. Il faut absolument que tout le monde, que la France et l'Allemagne se mettent d'accord, parce que c'est eux qui portent le fait qu'après l'initiative européenne, s'il y a une initiative franco-allemande, elle devient une initiative européenne. S'il n'y a pas d'initiative franco-allemande, il n'y a pas d'initiative européenne. Parce que là, je vois en même temps les urgences sur l'AFP. La Pologne refuse d'accueillir des migrants suite aux attentats de Bruxelles. C'est une déclaration du Premier ministre. On voit bien que le contexte est difficile et on a entendu Charles Michel, le Premier ministre belge, demander et s'interroger sur les capacités de l'Europe à être à la hauteur de son destin et de s'approcher de cet objectif de paix finalement. Mais là où vous disiez quelque chose de très intéressant, c'est que sur ces questions-là, que ce soit les questions liées au terrorisme ou les questions qui sont liées aux migrations, la parole à la fois de la Commission européenne et du Parlement européen est claire et efficace. Et on se trouve aujourd'hui dans une difficulté parce que ce Conseil, avec ses 28 États membres, avec des visions complètement différentes, ralentit le processus. Il y a des volontés, et c'est vrai, je suis d'accord, le couple franco-allemand avance et peut mettre en avant des propositions qui peuvent aller plus vite, mais il faut pas oublier ce rôle démocratique du Parlement et la Commission qui est l'émanation du vote des citoyens européens pour avancer plus vite sur ces questions-là. Et sur la question de l'accueil des migrants, après le Conseil dont on n'a pas arrêté de parler pendant ce week-end sur la décision qui est discutable sur un certain nombre de points de l'accord avec la Turquie, encore une fois, on se rend compte d'une chose, il y a eu les mesures et les propositions qui ont été faites par le Parlement et la Commission, notamment en proposition de relocalisation des réfugiés qui arrivent sur les côtes européennes et ensuite des chefs d'État qui se sont réunis et qui ne font fi des décisions qu'ils prennent en leur sein. Et ça, c'est une vraie difficulté et je suis d'accord pour considérer que ça pose un problème de crédibilité vis-à-vis des citoyens européens. Mais en même temps, on ne peut répondre que de l'Europe de ne pas arriver à se mettre d'accord sur des positions communes quand on est face à la menace terroriste et à cet objectif de paix, ce destin de l'Europe. Mais bien sûr que c'est un constat d'échec. Quand on n'est pas capable d'être en solidarité avec la Grèce, quand on n'est pas capable d'être en solidarité et de tenir nos obligations en matière d'accueil des réfugiés, quand on n'est pas capable de se mettre d'accord sur un grand plan d'investissement à l'échelle européenne, c'est un constat d'échec. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation, malheureusement aujourd'hui, où les égoïsmes nationaux sont en train de prendre la main sur l'Europe, où on voit chacun essayer de mettre 1 euro dans l'Europe et toucher 1,10 €. Et que ce fonctionnement-là, de la mise en scène des 28 égoïsmes nationaux, ne peut pas faire avancer l'Europe. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir une initiative probablement franco-allemande. Nous, on a proposé une initiative qui soit, au fond, réfugiée contre relâcher l'investissement, qu'on ait une vraie capacité à relancer l'économie européenne, qu'on ait y compris d'investir sur les quartiers qui sont devenus des ghettos, on voit à quel point c'est une nécessité, mais aussi pour pouvoir accueillir convenablement les réfugiés. Si on n'a pas le couple solidarité-investissement porté par notamment le couple franco-allemand, c'est Cameron qui gagnera. Ce sont les Polonais qui gagneront sur des visions où l'Europe n'est qu'un grand marché et tout le reste ne peut pas être partagé. Et ça, c'est un drame, parce qu'effectivement, il faut aller très très vite. La situation réelle que nous vivons, nos amis belges, après les Français, après nos amis turcs aussi, rappelons les attentats à Istanbul, nous donne, à nous tous élus, une obligation. C'est de construire ensemble une réponse. Et on perçoit parfaitement que cette réponse, pour être efficace, elle est européenne. Nous avons volontairement construit ce périmètre Schengen. À charge pour nous de le rendre efficace. C'est étonnant d'ailleurs, un retour de l'histoire. L'Europe, c'était l'Europe de la paix. Eh bien, c'est toujours ce projet de la paix, mais dans une forme qu'on n'attendait pas du tout. C'est ce terrorisme qui vient faire irruption au plus près de nos vies quotidiennes et qui menace la sérénité et le développement de nos sociétés. Donc, soyons tous ensemble capables de construire cette politique en définissant, comme l'a très bien dit Madame Joannin, des plans d'action. Parce que nos concitoyens, ils veulent que la sécurité, elle soit assurée, que ce soit les uns ou les autres, peu leur importe. Ils souhaitent que nous bossions, que nous travaillions ensemble, que les systèmes opérationnels soient mis en place, qu'ils soient financés aussi, il y a des choix de financement, et puis que peut-être en deuxième niveau, il y ait des sujets quand même importants, comme l'emploi des jeunes par exemple, ou les quartiers fragiles, qui soient aussi portés
par l'Union européenne. C'est d'ailleurs par hasard si les terroristes en sont pris à l'Europe, aux valeurs démocratiques, au cœur des institutions européennes. Parce Oui, on a frappé volontairement, enfin ils ont frappé volontairement. 2 points, en effet, l'aéroport et une station de métro qui est au cœur des institutions, à une heure où en effet il y a beaucoup de gens qui passent par là. Donc je crois que ça a été vraiment traumatisant pour tous les gens qui travaillent à Bruxelles, et ils sont nombreux puisque c'est une ville très cosmopolite, c'est un peu le Washington européen, il y a tout le monde qui vient, c'est la capitale fédérale de l'Europe, même si en effet l'Europe n'est pas une fédération, mais justement on doit réfléchir, et c'est notre objectif, à qu'est-ce qu'on doit faire, et pour que ça marche, il faut mettre peut-être un peu plus de fédéral dans ce qu'on fait. Ça veut dire qu'il faut qu'on se coupe peut-être un bras pour pouvoir régler les problèmes, parce que c'est pas au niveau des États, les chefs d'État croient que c'est eux qui vont régler l'intergouvernemental, on voit bien que c'est l'intergouvernemental, on voit bien que c'est failli, on croit qu'on a encore une once de pouvoir, mais on l'a plus, et donc il faut en effet aller plus loin. On est dans les grands-pères, on est les grands-enfants maintenant, les grands-enfants de Schuman, etc., des pères fondateurs. On doit construire cette Europe nouvelle en répondant aux défis actuels, parce que si on n'y répond pas, alors là pour le coup on ouvre un boulevard à tous ceux qui sont contre l'Europe. Merci beaucoup Pascal Joannin, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Il est 17h30 sur Public Sénat, tout de suite le rappel des titres. Examen en commission du projet de loi de réforme pénale. Il prévoit de faire entrer dans la loi française des dispositions spécifiques à l'état d'urgence et reprend en partie des propositions de la droite sénatoriale. On en parle dans cette édition. Au lendemain des attentats de Bruxelles qui ont fait au moins 31 morts et 270 blessés, dont 10 Français, l'enquête avance. 2 frères ont été identifiés comme étant les 2 kamikazes, Ibrahim et Khalid El Bakraoui. Un 3e suspect est toujours en fuite. Le point sur l'enquête à suivre. Visite d'une délégation de députés de la Knesset au Sénat. Élie Lalouf, député Koulanoué, président de la Commission des affaires sociales, sera notre invité dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en duplex, Tam Tranui et Saveria Rojek. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, et le parquet belge l'a confirmé, les frères El Bakraoui ont bel et bien été identifiés comme les kamikazes qui se sont fait exploser hier. Ibrahim à l'aéroport, Khalid dans le métro, un 3e homme est toujours en fuite, Anne-Laure Bance. 24 heures seulement après les attentats qui ont frappé Bruxelles, 2 des kamikazes ont été formellement identifiés par le parquet belge. À gauche, Ibrahim El Bakraoui. À droite, Khalid El Bakraoui. 2 frères de nationalité belge de 30 et 27 ans, connus jusqu'à présent par la police pour des faits de grand banditisme. Sur ces images de vidéosurveillance prises quelques minutes avant les explosions, Ibrahim El Bakraoui apparaît au centre poussant un chariot où se trouvaient très probablement les charges explosives. Une photo montrant les 3 suspects a été diffusée. L'auteur au milieu de la photo, qui est l'un des 2 kamikazes, a été identifié grâce à ses empreintes. Il s'agit de Ibrahim El Bakraoui. Son frère Khalid El Bakraoui a lui aussi été identifié par ses empreintes comme étant l'auteur de l'attentat dans la station de métro de Malbec à Bruxelles. L'enquête a pu progresser rapidement grâce au témoignage d'un chauffeur de taxi ayant transporté les terroristes. Une perquisition menée à l'adresse où il était venu les chercher a permis de découvrir un arsenal explosif important ainsi que le testament d'Ibrahim El Bakraoui retrouvé dans une poubelle près de l'appartement. Mais des zones d'ombre subsistent encore pour les enquêteurs, toujours à la recherche du 3e homme présent sur la photo de vidéosurveillance. En attendant, le parquet fédéral fait preuve de la plus grande discrétion et continue les perquisitions pour faire progresser l'enquête. Et en Belgique, l'émotion est forte. Une minute de silence a été observée dans la capitale bruxelloise sous le choc. Les hommages se sont multipliés. Lola Palny. À midi, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées place de la Bourse au centre de Bruxelles pour observer une minute de silence qu'ils ont rompu au cri de « Vive la Belgique » suivi par de longs applaudissements. Au siège de la Commission européenne, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, le couple royal belge et le Premier ministre Charles Michel ont aussi observé ce recueillement, le visage grave. Un peu plus tôt dans la journée, ce sont des Bruxellois quelque peu angoissés mais désireux de reprendre leur routine qui se sont engouffrés dans le métro. Il y a un peu de peur, mais bon, j'essaye de rester calme et de ne pas faire trop de soucis, quoi. C'est clair que par rapport à d'habitude, normalement on est plutôt debout, là j'ai pu voyager assis. Je ne ferai pas le plaisir de changer mes habitudes pour ce genre de choses. Le trafic a repris partiellement dès 7 heures sur la 60aine de stations que compte le réseau. Seulement 11 ont réouvert
sous une étroite surveillance policière et militaire. Le trafic ferroviaire belge reste lui aussi perturbé, des gares sont toujours fermées, mais les Eurostar et les Thalys roulent à nouveau. En ce jour de deuil, les drapeaux ont été mis en berne, mais les commerçants ont ouvert leurs boutiques, les écoles ont accueilli les enfants, seul l'aéroport directement frappé hier reste fermé et le sera encore demain. L'alerte terroriste reste relevée au niveau maximal sur l'ensemble de la Belgique. Manuel Valls, le Premier ministre, s'est rendu à Bruxelles aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter. Il appelle à des mesures efficaces pour lutter contre le terrorisme. C'est l'Europe qui est attaquée, sa capitale, Bruxelles, la capitale de la Belgique, qui est aussi la capitale de l'Europe. La France a été touchée en 2015, aujourd'hui c'est la Belgique, mais à travers Paris et aujourd'hui Bruxelles, c'est bien l'Europe, ses valeurs, son mode de vie, sa démocratie, sa tolérance, qui sont visées par les terroristes. Et j'aurai l'occasion de nouveau de rappeler à Jean-Claude Juncker et au collège des commissaires que je rencontre après combien nous attendons sur un certain nombre de dossiers que l'Europe mette en œuvre les décisions que nous avons ensemble décidées et que le Parlement européen, par exemple, se décide enfin à adopter le PNR. Il faut tourner la page de l'angélisme et d'une forme d'insouciance que nos sociétés ont connue. Le terrorisme est venu malheureusement le rappeler. Face à cela, avec les armes de l'état de droit et de la démocratie, nous devons être forts, unis, pour que, c'est un beau mot, le destin commun qui est le nôtre, celui de la Belgique et de la France, celui de l'Europe, puisse se poursuivre. Le projet de loi Urvoas prévoit de faire entrer dans la loi française des dispositions spécifiques à l'état d'urgence, un régime d'exception qui pourrait encore être prolongé dans la perspective de l'Euro 2016. Mais est-ce vraiment possible? Élément de réponse avec Marie Brémaud. Et si l'urgence s'éternisait? Au vu des attentats de Bruxelles, l'exécutif pourrait envisager de proroger l'état d'urgence au-delà du 26 mai. Et rien ne s'oppose à une seconde reconduction de ce régime d'exception. Il n'est absolument pas impossible en droit de le proroger indéfiniment, à condition bien sûr qu'à chaque loi pose un terme fixe de prorogation de l'état d'urgence, car la loi doit fixer le terme de l'état d'urgence. Elle ne peut pas dire l'état d'urgence est engagé pour une durée indéterminée. Il faut qu'elle dise l'état d'urgence est engagé pour 3 mois, ou pour 6 mois, ou pour 1 an. L'état d'urgence au-delà de 12 jours ne peut être autorisé que par une loi votée par le Parlement qui en fixe sa durée définitive. Le Parlement joue ainsi son rôle de contre-pouvoir. Mais dans le contexte de menaces actuelles, rares sont les élus de gauche comme de droite qui osent s'élever contre ce régime d'exception. Bien entendu, ce qui se passe en ce moment en Belgique oblige à penser les choses et à prévoir les choses. Nous n'ayons aucun angélisme face à ces menaces. Ça serait coupable de notre part. Des mesures exceptionnelles censées rassurer les Français. Et pour le gouvernement, il n'est pas évident d'y mettre fin. Si on y met fin, qu'il y a un attentat, on va lui reprocher d'y mettre fin. Mais si on n'y met pas fin et qu'il y a un attentat, on va lui dire, vous voyez bien que ça ne sert à rien. Et si on n'y met pas fin et qu'il n'y a pas d'attentat, on va dire, ça ne sert plus à rien d'avoir l'état d'urgence puisqu'il n'y a pas d'attentat. Donc c'est en réalité, effectivement, un problème politique. Mais l'exécutif semble avoir trouvé la solution. Faire adopter une loi de lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Une loi ordinaire qui reprendrait certaines mesures du régime de l'état d'urgence. L'Euro 2016 est-il menacé? La compétition de football doit avoir lieu en France en juin. Certains maires de grandes villes s'inquiètent de la sécurité autour de l'événement et des stades. C'est le cas de Gérard Collomb, sénateur maire socialiste de Lyon. Il répond aux questions de Quentin Calmy. Il est clair que cela pose des difficultés et qu'évidemment on a ce souci de savoir comment va se passer l'Euro 2016. En ce moment, donc, les villes qui vont accueillir l'Euro sont en train de travailler avec le ministère de l'Intérieur de manière à essayer de sécuriser à la fois l'ensemble des stades, en même temps les fan zones qui posent sans doute beaucoup de problèmes. Et donc, nous travaillons de manière très forte pour essayer de faire en sorte que cet Euro se passe évidemment dans les conditions de sécurité qui soient assurées. Gérard Larcher, le président du Sénat, sera reçu ce soir à l'Élysée à 19h. Didier Guillaume, le chef de file des sénateurs PS, lui demande d'avancer vers la version de la réforme constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale, qualifiant celle-ci de texte transpartisan, alors que celle sortie hier du Sénat n'a pas obtenu la majorité des 3/5. La sécurité dans les transports de nouveau sur la sellette, alors qu'hier une nouvelle loi a été promulguée pour renforcer les mesures dans ce domaine. Jordan Klein.
Métro, train, aéroport, les transports publics sont des cibles. Au lendemain des attentats de Bruxelles, la question de leur sécurité est relancée. Il y aura une multiplication des contrôles aléatoires qui nous permettront, par cette obligation que nous avons décidée, de mieux vérifier un certain nombre de comportements ou d'individus. Cette nouvelle loi pour tenter d'endiguer l'insécurité dans les transports comprend plusieurs aspects. Une enquête administrative pourra être demandée sur des futurs employés RATP ou SNCF. Cette mesure fait écho à la dérive de Sami Amimour, kamikaze du Bataclan et ancien chauffeur de bus. Autre nouveauté, la possibilité pour les agents de procéder à des palpations de sécurité ou à la fouille des bagages avec l'accord des passagers. En cas de refus, ils pourraient ne pas pouvoir accéder au transport. Les agents auront la possibilité de retenir une personne qui n'accepte pas de donner son identité jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Le point vulnérable dans les transports collectifs, c'est manifestement le ferroviaire et ce qui concerne le réseau de métro. Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui n'est pas adapté pour la mise en place de contrôles renforcés. Comme aux États-Unis, est prévu dans la loi l'expérimentation des caméras portées par les policiers ou gendarmes. La vidéosurveillance est un système que la région Île-de-France souhaite généraliser. Il y a deux choses qui sont très importantes. C'est la présence humaine et c'est la vidéoprotection avec des personnes qui, derrière la vidéo, en direct, surveillent ce qui se passe. Mais il y a aussi des outils un peu plus technologiques. Par exemple, des détecteurs d'armes. Certains syndicats comme la CFDT se montrent très critiques vis-à-vis de ces mesures qu'elles jugent irréalisables. Pour l'instant, la loi promulguée hier est toujours en attente de son décret d'application qui devrait passer dans les jours qui viennent. Les députés de la Knesset, le Parlement israélien, à l'honneur au Sénat, ils ont rencontré Gérard Larcher ce matin avant de s'entretenir avec d'autres parlementaires. Alors que le niveau de menace terroriste reste très élevé en Europe, Elie Elalouf est notre invité. Il répond aux questions de Mickaël Zamès. Le face-à-face, c'est tout de suite. Elie Elalouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe d'amitié Israël-France. Avec quel message êtes-vous venu aujourd'hui rencontrer les parlementaires ? En fait, au départ, je pensais venir pour plus étudier les problèmes de sociaux et de santé en France pour copier et apprendre de ce domaine. Malheureusement, le terrorisme attend à son emploi du temps et il nous a surpris avec les attentats horribles d'hier à Bruxelles. Et donc, notre calendrier a changé et nous nous sommes beaucoup plus occupés de problèmes de sécurité entre les deux pays. C'est vrai que les problèmes de sécurité, les problèmes de terrorisme, vous connaissez aussi dans votre pays. Vous avez rencontré le président Larcher ce matin. Est-ce qu'il vous a questionné sur la question? Quelle a été la teneur de la discussion? D'abord, après un accueil personnel et pour toute la délégation très chaleureux de la part du président Larcher, je dois vous dire qu'on a automatiquement passé au débat sur le problème du terrorisme international. Vous a demandé des conseils? Oui, il a demandé. Alors, comme je ne suis pas un spécialiste de problèmes de sécurité, je me suis permis quand même de répondre aux questions sur lesquelles j'avais suffisamment de savoir. J'ai compris Israël avait beaucoup de savoir à transmettre face à un ami de si longue date, et si important en nos relations entre nos deux pays. Je sais qu'il y aura des négociations, je sais qu'il y aura des débats. Le chef du gouvernement français, M. Valls, arrive en Israël dans très peu de temps. Le président du Sénat, M. Larcher, aussi arrive au mois de juin en Israël. Le président de l'Assemblée nationale a accepté notre invitation et il se rendra aussi très prochainement. Et je suis certain que des négociations discrètes se font là où il faut. Notamment sur le renseignement, c'est là-dessus que peut-être l'Europe, la France, a des choses à apprendre? La lutte contre le terrorisme international et le terrorisme, en fait, une seule façon de voir le monde. C'est la lutte contre toutes les libertés, le monde de la liberté, le monde de l'expression ouverte, le monde de la démocratie. Face à ça, toutes les démocraties du monde doivent se réunir pour lutter contre ça. Aucun pays seul ne pourra, si fort qu'il soit, et je me considère que je vis dans un pays fort, ne pourra seul combattre le terrorisme international. Seulement une collaboration internationale intense, rapide, pourra se mesurer à ce fléau qu'il faut anéantir. Vous parlez de Manuel Valls, le Premier ministre, qui a déclaré hier « Nous sommes en guerre pour très longtemps ». Et quand vous avez mis le pied à Paris, vous pensiez tomber dans un continent, l'Europe,
en guerre. Vous le saviez déjà? On ressent ça. On le Vous sent. l'avez ressenti? On le sent. Mais après les attentats de Bruxelles, on le sent encore plus fort. Nous avons des recommandations qui nous font comprendre que l'Europe doit changer son attitude et sa tranquillité doit être sauvegardée par des opérations intenses. C'est intéressant ce que vous dites, changer son attitude, parce que jusque-là, on n'avait pas l'impression, on était peut-être angélique, et là je mets peut-être des guillemets et un point d'interrogation? À mon avis, oui. Mais je suis trop petit pour pouvoir donner des conseils à la France. La France a des moyens extraordinaires, un savoir, les capacités qu'il le faut. Et là où Israël peut aider, elle sera là pour le faire. Et par exemple, sur l'Europe, c'est assez technique, mais peut-être vous avez votre mot à dire sur la question. Il y a, vous savez, ce problème du PNR, c'est là où on met les noms de ceux qui vont voyager, pour schématiser un petit peu. Pour l'instant, c'est pas voté. Vous comprenez que cette question ne soit pas votée en Europe? Une bureaucratie parlementaire, tant française qu'européenne, très lourde quand on veut se mesurer à des situations qui exigent des réponses très rapides, et immédiates, et efficaces. Il faut s'arrêter de débattre et commencer à battre du terrain de façon très intense. Alors, quel conseil vous avez pu donner? Parce que vous avez assisté à une table ronde sur le terrorisme il y a encore quelques heures, c'était ici au Sénat. Quels étaient les échanges? Quels conseils vous avez pu donner et qu'est-ce que vous ont dit les parlementaires? D'abord, les parlementaires qui sont exprimés devant nous, on les sent très préoccupés par la situation. Et on les sent, ils demandent une aide internationale, ils demandent des conseils, et ils le savent parce que malheureusement Israël vit le terrorisme international depuis des dizaines d'années. Notre Premier ministre, dans son livre sur le terrorisme, avait déjà prévu ces situations qu'on voit, et malheureusement, personne n'a pris ça suffisamment au sérieux pour se préparer. Il y a un manque de préparation à la situation de terrorisme international qui s'exprime aujourd'hui dans le monde. Parce que visiblement, l'Europe n'a pas pris, même la situation aux États-Unis le jour du 11 septembre, elle n'a pas pris ces alertes comme des alertes qui les concernaient. Et je pense qu'aujourd'hui, ils comprennent que la situation du terrorisme international exige absolument une réaction plus rapide et plus efficace de mise en place de mesures très efficaces. Vous en êtes où des processus de négociation, de paix entre votre pays et l'État palestinien? Israël, et notre Premier ministre l'a dit et le répète, nous désirons une négociation directe et immédiate. Peu importe la situation politique de la Palestine aujourd'hui et la situation personnelle des dirigeants de la Palestine. Mais nous voulons des négociations directes, sans aucune condition. Il n'y a plus de négociations en ce moment. Il y a des négociations. Ouais, on ne le sait pas. Non, non. Sachez que tous les jours, des commissions militaires palestiniennes et israéliennes débattent de la sécurité des deux pays. Sachez que des centaines d'attentats ont été évités grâce à cette collaboration entre Israël et la Palestine. Sachez qu'aujourd'hui, Israël soutient économiquement la Palestine. Aucun pays n'apporte à la Palestine ce qu'Israël lui apporte par l'équipement qu'elle fournit, par le matériel, par la nourriture et par l'emploi de 130 000 Palestiniens qui rentrent tous les jours travailler en Israël. Donc un accord est en bonne voie selon vous? On ne peut pas dire que c'est en bonne voie puisque l'aspect officiel, l'aspect ouvert, l'aspect qui ferait participer les puissances mondiales ne se fait pas. Et dès qu'il pourra se faire, je suis certain qu'on trouvera la solution adéquate. On n'a pas le choix. Merci beaucoup, Elie Lalou, d'avoir répondu en direct à nos questions. Je rappelle que vous êtes député de la Knesset du centre droit, c'est le parti Kolanou, ça veut dire tous ensemble. En espérant aussi que les sénateurs vous ont entendu sur cette question. Merci. Merci à vous. On continue notre multiplex, vous le savez, c'est le principe de cette émission. On va tout de suite voir ce qui se passe en séance. On retrouve Saveria Rojek, toujours en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Saveria, on a vu cet après-midi à la fois un débat sur les services de renseignement français, mais aussi un autre débat sur l'agriculture. Oui, un débat sur l'agriculture. Alors on le sait depuis l'été dernier, le secteur agricole connaît une crise importante, une crise liée à la baisse des prix du lait
et du porc. Face à la détresse de ces agriculteurs, Gérard Larcher, le président du Sénat, a depuis l'été dernier lancé une vaste consultation. Il est à l'origine d'une proposition de loi, qui vient tout juste de commencer à être examinée derrière moi dans l'hémicycle. Alors l'idée de ce texte, c'était d'aboutir à des propositions concrètes pour soulager le secteur, avant tout en allégeant les normes. Le texte prévoit ainsi des allègements de charges, une remise en cause des normes inutiles et des aides à l'investissement. Mais le texte qui est soutenu ici au Sénat par les Républicains et par le Centre a été rejeté par l'Assemblée nationale, le Parti socialiste ayant fait voter une motion de rejet préalable. Alors pourquoi ce rejet? Pourquoi cette opposition de la gauche? Tout simplement parce que cette loi brouillerait les exigences de la France vis-à-vis de Bruxelles. Stéphane Le Foll a d'ailleurs récemment, on le sait et vous l'avez dit tout à l'heure, obtenu des avancées auprès de Bruxelles, des avancées concrètes de la part des 27, des avancées que réclamaient d'ailleurs les auteurs de cette proposition de loi. La mesure la plus spectaculaire, c'est une limitation temporaire de la production laitière, ce que beaucoup ont relayé comme un retour des quotas laitiers. Et puis autre mesure pour laquelle la France s'est battue, les gouvernements seront autorisés à verser une aide exceptionnelle de 15 000 € par an et par exploitation. Enfin, Bruxelles autorise la France à expérimenter l'étiquetage de l'origine des viandes et du lait dans les produits. Alors tout comme à l'Assemblée, la gauche ici ne votera pas la proposition de loi. Le groupe PS va s'abstenir, mais le texte devrait tout de même être adopté par le Sénat. Merci beaucoup Saveria. Et avant de débattre de cette proposition de loi sur la compétitivité de l'agriculture, les sénateurs ont débattu des moyens alloués aux services de renseignement. Retour sur les temps forts de cette séance avec Nadia Belromari. Cette inscription de la part de mon groupe et de la part du président du Sénat démontre la priorité qui est devenue pour les Français la lutte contre le terrorisme. Et je pense que cette préoccupation est évidemment partagée par tous les groupes dans l'hémicycle. Cette mission d'information m'a été demandée par la Commission des finances. Elle m'a été demandée par la Commission des finances dans un contexte particulièrement lourd, particulièrement pesant. C'était à la suite des attentats du mois de janvier 2015. Mes collègues voulaient savoir quel était l'état de nos services de renseignement intérieur. Les moyens et l'efficacité de nos services de renseignement intérieur. J'ai essayé de répondre à cette demande tout au long du premier semestre de l'année 2015 en auditionnant tous les responsables des services de sécurité et un certain nombre de syndicalistes. La réponse à la première question était qu'aucun responsable ne s'est plaint d'un manque de moyens concernant la sécurité intérieure de notre pays. Et en effet, notre pays est dimensionné parmi les démocraties européennes comme étant l'un des pays où il y a le plus d'agents pour la sécurité intérieure, 6 200 agents. C'est fait une moyenne de 9,1 pour 100 000 habitants. Pour nos amis allemands, c'est presque 3 fois moins et 2 fois moins pour nos amis anglais. Voilà le dimensionnement. Par contre, la particularité de notre pays, c'est l'éclatement. C'est l'éclatement entre plusieurs services et ces moyens sont en partie dispersés. Et en ce qui concerne l'efficacité, nous rencontrons des agents de liaison presque à tous les étages. On nous affirme que ça fonctionne, mais enfin, il y a de toute manière une déperdition. Alors, nous sommes dans un domaine où il y a eu 2 réformes majeures, une en 2008, une en 2013, et en réalité, on s'aperçoit que le mécanique, l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui appliquée, n'est probablement pas la plus satisfaisante. Alors, quelles seraient aujourd'hui les lignes forces de ce rapport ou de cette mission qui n'est pourtant pas si vieille et qui paraît pourtant déjà nécessairement, qui devrait être réajustée ou ajustée? Les lignes forces, à partir du moment où on ne veut pas toucher à l'architecture, et je le comprends, c'est une position régalienne du président de la République. On est, je dirais, à la fin du mandat. C'est peut-être difficile à chaud d'envisager une nouvelle réforme du renseignement, mais ce qu'il y a de certain, c'est que beaucoup d'interlocuteurs considèrent que les 2 réformes qui ont eu lieu ne sont pas des réformes abouties et qu'il va falloir les peaufiner, comme la deuxième avait, je dirais, conforté ou amélioré des efforts pervers de la première réforme. Probablement qu'il y aura une évolution, mais il appartiendra à un exécutif
futur de l'envisager. Vous avez rendu, monsieur le sénateur, votre rapport le 7 octobre dernier, donc avant les attentats du 13 novembre. Par définition, depuis lors, la situation a beaucoup évolué et en conséquence, comme il était normal de le faire, le gouvernement a pris plusieurs décisions importantes pour adapter et renforcer notre dispositif antiterroriste. Mais il en avait pris bien avant le mois de janvier 2015 et il en avait pris de nombreuses entre le mois de janvier et le mois de novembre 2015 dont votre rapport ne fait pas état, et c'est la raison pour laquelle mon propos permettra de compléter votre rapport par quelques précisions qui permettront au Sénat d'avoir l'ensemble des éléments dont il a besoin pour se faire une idée complète des sujets dont il a à connaître. Mon propos vous permettra, je n'en doute pas, de constater d'abord les efforts nécessaires que le gouvernement a consentis depuis 2012 pour donner enfin à nos services de renseignement intérieur les moyens de lutter efficacement contre une menace d'une portée tout à fait inédite. De ce point de vue-là, un certain nombre d'interventions et d'éléments du rapport nous expliquent comment il faut corriger ce qui a été très fortement endommagé au cours des années précédentes. Et généralement, quand on a beaucoup endommagé, on est plus légitime que d'autres à expliquer comment il faut corriger. Aujourd'hui, le terrorisme djihadiste, quel que soit le visage qu'il emprunte, Daesh, Al-Qaïda, AQMI, constitue de loin le principal défi auquel nos services de renseignement doivent répondre. Chacun doit bien comprendre que la France constitue l'une des cibles prioritaires des djihadistes. Et s'il est avéré que les attentats du 13 novembre ont été planifiés depuis la Syrie et coordonnés, je le rappelle, en dehors de nos frontières, d'autres attaques ont été le fait de personnes radicalisées sur notre sol, parfois dans un délai très court, et jusqu'alors connues des services de police pour de simples faits de délinquance. Dans ce contexte, notre objectif prioritaire consiste à prévenir et à empêcher la commission de nouveaux attentats, et pour cela, chacun en conviendra, nous avons besoin de services de renseignement efficaces et extrêmement mobilisés. C'est un point d'accord total entre le gouvernement et le rapporteur. Le rôle de ces services est absolument décisif, et à cet égard, je tiens à leur rendre hommage pour l'opiniâtreté dont ils font preuve afin de garantir la sécurité de notre territoire et la protection de nos concitoyens. Et je veux d'ailleurs profiter de cette intervention pour dire qu'il est bien entendu toujours légitime d'évaluer l'activité des services de renseignement, il est toujours légitime de pouvoir critiquer leurs manquements, mais qu'il peut être totalement démotivant pour des policiers qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans ces services de renseignement au quotidien pour assurer la protection des Français, que de voir la question de la lutte contre le terrorisme instrumentalisée à des fins partisanes, en mettant en cause le rôle joué par ces services et par ces policiers qui ont besoin davantage de considération et de remerciements pour le travail qu'ils font que de critiques qui viennent alimenter de mauvaises polémiques à caractère politique. Je veux rappeler que depuis 2013, grâce à un travail minutieux, les services de renseignement, cela n'a pas été dit, donc je me permets de le dire, mais en même temps, il est normal que nul ne le dise à cette tribune, puisque l'objectif est de critiquer plutôt que de remercier. Nous avons déjoué pas moins de 11 projets d'attentats, pas moins de 11, dont 6 depuis le mois de janvier 2015. Le gouvernement accorde une extrême importance à l'activité de nos services de renseignement. Et c'est la raison pour laquelle, dès 2012, bien avant les attentats, nous nous sommes employés à la fois à renforcer les moyens dont ils disposent, à améliorer leur organisation, à moderniser le cadre juridique de leur action. Il y avait là une urgence et une nécessité absolue pour tirer les leçons des tueries survenues à Toulouse et à Montauban entre le 11 et le 19 mars 2012 et éviter par là même que notre pays ne se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité. Il ne s'agit pas d'accroître à outrance les pouvoirs exceptionnels dévolus à l'État, mais bien de densifier le maillage humain de notre renseignement. Or, selon votre rapport, le personnel du service central du renseignement territorial ne représentait, à la veille des attentats de janvier 2015, que 60% des effectifs des renseignements généraux avant la réforme de 2008. Cela pose question. D'autant que les chiffres évoqués quant à l'évolution de la menace terroriste ces dernières années sont inquiétants. La France semble être particulièrement exposée, avec près de 1700 combattants partis en Irak et en Syrie entre 2014 et 2015.
Plus encore, le Premier ministre a récemment estimé que ce sont désormais près de 3000 personnes qui nécessitent une surveillance. Face à cette menace, d'une nouvelle forme, les annonces de 2013 et 2015 d'une augmentation des effectifs des services concourant au renseignement intérieur vont dans le bon sens et nous soutenons cette initiative. Nous resterons vigilants quant à l'évolution réelle des effectifs. Toutefois, de manière plus générale, nous sommes beaucoup plus inquiets des évolutions du dispositif juridique qui entoure à présent l'action de ces services, dans la mesure où nous considérons qu'elles peuvent présenter un danger pour les libertés individuelles et qu'elles participent à l'inscription dans le temps d'un état d'exception, ce à quoi nous nous opposons formellement. Le rapport à partir duquel nous débattons aujourd'hui a pour titre « Moyens consacrés au renseignement intérieur ». Or, sa date de publication avant les attentats islamiques du 13 novembre nous permet malheureusement de répondre de façon négative à cette interrogation. Les faits sont têtus et donc non, les services concourant au renseignement intérieur n'ont pas été en capacité d'assurer leur mission, contrairement à ce que l'on peut lire sur la première page de ce rapport. En outre, les événements d'hier perpétrés sur le territoire du Royaume de Belgique soulignent que les services de renseignement sont encore dépassés par nos ennemis. Alors oui, il faut renforcer les moyens dédiés à ce combat. Ces odieux attentats coïncident avec le lancement d'une campagne de propagande du gouvernement contre le racisme, contre une vision idéologique du racisme. 3 millions d'euros pour cette campagne de propagande culpabilisante, alors que le peuple de France est sans doute le moins raciste de tous les peuples du monde. Ces millions auraient sans doute été bien plus utiles à la lutte contre nos ennemis islamistes. La liste de besoins en matériel pour nos forces de l'ordre, pour ne parler que de ça, est malheureusement bien longue. N'étant malheureusement pas membre de la délégation parlementaire au renseignement, je n'ai qu'un regard extérieur sur l'organisation des services de renseignement. Cependant, je pense, comme vous le mentionnez dans la recommandation numéro 2, qu'un regroupement des différentes unités serait gage d'efficacité opérationnelle, de même que le renforcement des effectifs dans le maillage territorial. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, un commandant de compagnie de gendarmerie n'a pas accès aux fiches S, et qu'il n'est donc pas en capacité de savoir si sur sa zone se trouvent des individus identifiés comme présentant un risque. Cependant, ne nous voilons pas la face, l'efficacité de nos seuls services de renseignement ne suffira malheureusement pas à nous protéger du péril islamique. Il faut en effet revoir un certain nombre de nos politiques publiques pour endiguer ce fléau, pour gagner cette guerre, pour reprendre les termes du Premier ministre. Il est 18h sur Public Sénat. Merci à vous si vous nous rejoignez en direct. Tout de suite, le rappel des titres. Examen en commission du projet de loi de réforme pénale. Il prévoit de faire entrer dans la loi française des dispositions spécifiques à l'état d'urgence et reprend en partie des propositions de la droite sénatoriale. On en parle dans un instant. Au lendemain des attentats de Bruxelles qui ont fait au moins 31 morts et 270 blessés, dont 10 Français, l'enquête avance. 2 frères ont déjà été identifiés comme étant les 2 kamikazes. Ils s'appellent Ibrahim et Khalid El Bakraoui. Un 3e suspect est toujours en fuite. On fera le point sur l'enquête dans cette édition. Le grand oral de Nicolas Sarkozy à suivre en exclusivité sur Public Sénat à 18h30 avec notre partenaire, la Fondation Concorde. Après Alain Juppé et François Fillon, c'est au tour du président des Républicains de répondre aux questions des patrons et de dévoiler son programme économique en vue de la primaire de droite. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner jusqu'à 18h30, nos 2 journalistes toujours en direct du Sénat, Tam Tranui et Saveria Rojek. Le multiplex, c'est tout de suite. Et pour commencer ce multiplex, on prend la direction de l'hémicycle du Sénat où nous attend Saveria Rojek, toujours en direct de la tribune de presse. Saveria, on le disait, les sénateurs débattent cet après-midi d'une proposition de loi pour renforcer la compétitivité agricole. Oui Delphine, nous sommes toujours en pleine discussion générale sur ce texte. Alors il faut rappeler qu'à l'origine, cette proposition de loi a été initiée par Gérard Larcher, le président du Sénat, à l'été dernier pour répondre à la détresse des agriculteurs. L'idée était d'aboutir à des propositions concrètes pour soulager le secteur. Alors avant tout un allègement des normes. Mais le texte qui est soutenu ici par les Républicains et le Centre a été rejeté à l'Assemblée nationale. Le PS ayant fait adopter une question préalable. Alors pourquoi cette opposition de la gauche? Eh bien tout simplement parce que cette proposition de loi brouillerait le message de la France à Bruxelles. Stéphane Le Foll a d'ailleurs récemment obtenu plusieurs avancées de la part des 27, des avancées que réclamaient d'ailleurs les auteurs de cette proposition de loi. Alors tout comme à l'Assemblée, la gauche ici ne votera pas le texte, le groupe PS va s'abstenir, mais la proposition de loi devrait tout de même d'ici quelques instants être adoptée par le Sénat.
Merci beaucoup Séverin pour toutes ces précisions et on poursuit le débat autour de ce texte avec Jean-Claude Lenoir qui est au micro de Tam Trani en direct de la salle des conférences du Sénat. Oui, Jean-Claude Lenoir qui est donc le président de la commission des affaires économiques qui est également à l'origine de ce texte sur la compétitivité de l'agriculture. Alors Jean-Claude Lenoir, est-ce que ça a encore du sens de débattre de ce texte quand on sait qu'il a été rejeté à l'Assemblée nationale et que c'est un peu perdu d'avance? Ah non, je ne le pense pas. D'abord, il revient. Nous y avons à nouveau travaillé. Nous l'avons enrichi par des dispositions supplémentaires par rapport à la première lecture qui remonte quand même au mois de décembre. Tout simplement parce que nous avons beaucoup travaillé avec la profession agricole et qu'il est apparu qu'un certain nombre de dispositions devaient être ajoutées à notre texte. Et nous avons tout simplement la volonté que ce texte puisse aboutir. J'ajoute une chose, c'est que le gouvernement, depuis des semaines et des semaines, pompe allègrement dans notre proposition de loi pour prendre les mesures que nous préconisions. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes satisfaits. Déjà, il y a un résultat. Il ne faut pas croire que cette proposition de loi n'a pas été utile. Au contraire, ça a été, dire, un peu la boîte à idées pour le gouvernement, qui manifestement était un peu en retrait par rapport à l'attente du monde agricole et qui hésitait sur les mesures à prendre. Je pense que nous avons été un aiguillon qui a été utile, y compris dans les discussions que le ministre a menées à Bruxelles avec ses partenaires européens. Oui, donc il y a un accord sur le fond et le problème c'est donc la paternité de ce texte, de ces mesures en tout cas, qui sont favorables à l'agriculture. Comme je l'ai dit tout à l'heure à la tribune, il n'y a pas de droit d'auteur. Franchement, ce qui compte, c'est que les mesures que nous préconisons, qui ont été longuement réfléchies, étudiées avec la profession agricole, puissent aboutir. Nous avons un devoir d'acteur. C'est notre rôle que de faire des propositions. Et donc aujourd'hui, un certain nombre de mesures sont prises. Elles vont dans le sens que nous avions indiqué. Nous serions quand même bien ingrats de dire que notre proposition de loi ne servait à rien. Je pense notamment à ceux qui l'ont co-signé avec moi, ou ingrat vis-à-vis du gouvernement qui a pris un certain nombre de mesures qui, j'espère, va continuer à le faire. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent à gauche que cette proposition de loi a essentiellement des visées électoralistes? C'est ce que disait Didier Guillaume, par exemple. Non, franchement, c'est complètement déplacé. Le monde agricole n'a rien à faire avec ces propos. Il n'y a aucune attitude politicienne. L'attitude politicienne, elle était à l'Assemblée nationale quand les députés ont simplement refusé d'en débattre et ont voté une motion pour que tout simplement ce texte ne soit pas discuté à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, j'entends des socialistes qui disent mais nous avons des propositions, etc. Il n'y a pas eu un amendement du groupe socialiste au Sénat. À l'Assemblée nationale encore moins, puisqu'ils n'en ont pas discuté. Mais au Sénat, toutes les propositions qui ont été faites viennent à peu près de tous les groupes, sauf du groupe socialiste. Donc, non, ce n'est pas une attitude politicienne. Je regrette un petit peu ce qu'il en est. Dire en plus que c'est un discours électoraliste ou des propositions à caractère électoraliste, écoutez, à quel moment peut-on discuter? Je ne vois pas d'élection là dans les semaines, dans les mois qui viennent. Il disait cela au moment où il y avait les élections régionales, lors de la première lecture. Alors, Jean-Claude Lenoir, sur le fond, faut-il que le coût de production soit pris en compte dans la fixation des prix? Mais est-ce que c'est possible d'imposer ça à l'industrie agroalimentaire? On sait que le ministre de l'Agriculture avait tenté de faire ça sur le prix du porc et ça n'a pas été finalement possible. Je vois que la question est en train d'évoluer dans le bon sens. On va vers finalement un triple étiquetage de ce point de vue-là, des affichages de prix. C'est absolument indispensable qu'il y ait une référence au coût pour le producteur des produits qui sont ensuite transmis au transformateur et ensuite un autre indicateur du transformateur au distributeur. Nous avons toujours plaidé depuis le début pour une transparence et pour une relation équilibrée entre l'ensemble des acteurs de la filière et je pense que cette mesure s'impose. D'ailleurs, j'ajoute qu'il y a des outils. Le ministère de l'Agriculture dispose des, je dirais, des comités, des procédures qui permettent de bien connaître le coût pour le producteur de tout ce qui sort de la ferme. Merci beaucoup Jean-Claude Lenoir d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam. Je vous le disais en titre, le grand oral de Nicolas Sarkozy. Il a répondu aux questions des patrons. C'est à suivre sur notre antenne à partir de 18h30. L'occasion pour le candidat à la primaire de rappeler qu'il faut toujours aller au bout des réformes. On l'écoute. En 5 ans, quand avons-nous reculé? J'en ai eu des problèmes. Les universités pour l'autonomie, 1 an et demi d'occupation. La réforme des retraites, 10 manifestations nationales. Avec 1,5 million de personnes dans la rue. Le service minimum dans les transports en commun, la réforme des régimes spéciaux de retraite, 9 jours de blocage complet. Donc quand même, ce qu'on a fait dans le passé doit valoir pour l'avenir.
le CPE, le CIP, la loi Fallou. Excusez-moi, j'ai bien des défauts, mais ce n'est pas moi. Et dans ce contexte, le projet de loi Urvoas est arrivé ce matin en commission au Sénat. Objectif, renforcer la lutte contre le terrorisme et réformer la procédure pénale. Ce texte reprend en partie des propositions de la droite sénatoriale, ce qui devrait faciliter son adoption en séance le 29 mars prochain. Les explications de Quentin Calmy. Ce projet de loi, c'est la réponse en matière pénale aux attentats qui ont touché la France en 2015, avec un principe, donner davantage de moyens d'enquête et d'action contre le terrorisme. Pour tout ce qui concerne les enquêtes, on renforce les pouvoirs du procureur, mais on va lui permettre d'utiliser, par l'intermédiaire de la police judiciaire, les mêmes moyens que les services de renseignement. On va permettre, en matière de terrorisme, les perquisitions de nuit, qui sont quand même une mesure lourde dans notre droit pénal. Donc, véritablement, on va donner au procureur les moyens de mener son enquête. Toujours sous le contrôle du juge des libertés. Sous le contrôle du juge de la liberté et de la détention. Parmi les mesures les plus importantes, la rétention de sûreté pour les djihadistes revenus en France, mais aussi un nouvel arsenal technologique avec les IMSI catchers, ces valises espions. Le texte donne aussi une légitime défense élargie à un policier pour utiliser son arme de service. Autant de mesures davantage encadrées dans la version du Sénat votée ce matin en commission. Nous travaillons sur ce texte pour qu'il ne soit pas un texte de circonstance, mais un texte qui donne des moyens pour lutter contre le terrorisme, tout en préservant nos libertés auxquelles nous sommes très attachés. Parmi les articles les plus controversés, les 4 heures de rétention pour vérifier l'identité d'une personne suspectée de terrorisme. Certains sénateurs sont très méfiants. C'est quand même une privation de liberté pendant 4 heures, avec moins de garantie qu'une garde à vue. Pas d'avocat, pas d'audition. Donc finalement, c'est pour laisser aux autorités administratives la possibilité de faire des vérifications. Enfin, une grande question avec ce débat. Les procureurs et juges des libertés disposeraient de beaucoup plus de pouvoir, mais sans davantage d'indépendance. Une indépendance qui ne serait possible qu'avec une modification constitutionnelle, toujours au point mort, sans les 3/5 du Parlement pour la voter. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec 3 invités sur ce plateau. Nathalie Goulet, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice UDI-UC de l'Orne, merci d'être avec nous. J'accueille également Jean-Pierre Berthet, bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions de justice. Et Christophe Béchu est également avec nous. Bonsoir, sénateur Les Républicains du Maine-et-Loire. On a entendu Jean-Pierre Sueur dans ce reportage de Quentin Calmet estimer que ce n'était pas un texte de circonstance et pourtant le contexte est là, le contexte d'attentats au lendemain de ces attentats meurtriers qui ont frappé la capitale belge. Nathalie Goulet, est-ce que finalement c'est une bonne réponse au terrorisme ce texte? Écoutez, je crois qu'on a voté 14 ou 15 lois réformant la procédure pénale et on a dû voter à peu près en même temps 14 ou 15 lois antiterroristes depuis 15 ans. Je vous signale que la dernière loi antiterroriste date du 13 novembre 2015, c'est-à-dire finalement 2014, donc 1 an jour pour jour avant les attentats du Bataclan. Il fallait prendre des mesures. On en avait proposé plusieurs dans notre rapport de la commission d'enquête de lutte contre les réseaux djihadistes. Certaines figurent au dossier et au projet. Donc je pense qu'il y a des dispositions qui étaient nécessaires pour nos services, oui. Ouais. Quel regard portez-vous sur ce projet de loi, Christophe Béchu? C'est finalement la bonne réponse et on l'attendait aux problématiques de terrorisme? Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité sur ces questions. Je ne dirais pas que c'est la bonne réponse, parce qu'on voit bien que dans les textes de loi précédents, on pensait déjà qu'on amenait des éléments de réponse. Mais au fur et à mesure que la menace évolue, qu'on mesure aussi la façon dont les terroristes en particulier peuvent s'y prendre pour menacer nos libertés, il faut qu'on soit capable d'adapter nos réponses. Alors c'est pas très satisfaisant pour les législateurs que nous sommes de devoir presque tous les ans voter des mesures, mais en même temps il y a de telles évolutions technologiques et puis des problèmes qui n'existaient pas, qui se posent à nouveau. Je pense au retour notamment de ceux qui viennent de théâtres d'opérations terroristes, je pense aux questions de ceux qui partent vers la Syrie en ce moment et donc aux questions de sortie de territoire ou à ce genre de choses. On ne peut pas fermer les yeux en disant on a déjà voté un texte il y a quelques mois, donc il ne faut pas le refaire. Et pour être très honnête, moi je préfère qu'on tourne ce débat sur la déchéance auquel on vient de passer 4 mois et qu'on se concentre sur les moyens d'améliorer la protection des Français avec des choses qui ne sont pas symboliques. Et qui on n'a plus besoin de la réforme constitutionnelle si on adopte ce texte, selon vous? Je dis pas ça. Je dis que depuis 4 mois, on a l'impression que la seule réponse aux attentats terroristes, ce serait une révision constitutionnelle. Je considère qu'avec ce texte, on replace véritablement le débat là où il doit être
quels sont les moyens qu'on donne à nos services pour assurer la protection et la sécurité de nos concitoyens. Jean-Pierre Berthet, on sait que certains parlementaires ont estimé que ce projet de réforme de la procédure pénale contient à la fois des bonnes mesures, mais aussi des mesures inquiétantes. On sait qu'il y a des inquiétudes, notamment de la part du monde judiciaire. Qu'en pensez-vous ? Oui, tout le monde comprend que le gouvernement, le ministre de la Justice en particulier, ne peut pas se croiser les bras et se contenter de pleurer sur le sort des pauvres victimes du terrorisme. Et il faut utiliser les moyens à la disposition du gouvernement et des parlementaires, c'est-à-dire l'arsenal juridique. Le problème, c'est que, à force d'empiler les lois sur la sécurité, il y a un moment où on risque de franchir la ligne jaune. Et c'est celle où on bascule du côté des lois liberticides. Et c'est ça, évidemment, qui inquiète le monde judiciaire et les magistrats en particulier. Ouais, Nathalie Goulet, est-ce que vous pensez que ce texte contient des mesures liberticides ? Écoutez, je ne sais pas s'il contient des mesures liberticides en ce qui concerne les dispositions financières dont on parlera sûrement tout à l'heure, c'est très insuffisant. Mais la situation appelle quand même quelques réponses. Et ce texte apporte des réponses techniques. Je pense au problème des perquisitions, par exemple, qui est quand même relativement important. Je pense à un certain nombre de dispositions de support de nos services de police qui sont quand même aussi nécessaires. Ils sont quand même en première ligne et il faut quand même que le législateur les protège. Oui. Alors, si on rentre dans le détail de ce texte, Christophe Béchu, effectivement, il y a un usage des armes par les forces de l'ordre qui est facilité. Est-ce que ça peut être inquiétant, selon vous, notamment en ce qui concerne les questions de légitime défense? Les forces de l'ordre pourront utiliser leurs armes dans un contexte d'absolue nécessité. Ça laisse finalement place à une libre interprétation de ce qu'est l'absolue nécessité. On n'a pas aujourd'hui une définition en France de la légitime défense dont on peut considérer qu'elle menace les libertés. Elle est extrêmement encadrée. On assouplit les critères de cette légitime défense sans aller d'ailleurs aussi loin que ce que réclame une partie des syndicats de police. Encore une fois, qui pouvait imaginer il y a seulement quelques années que des individus en plein jour avec des armes de guerre seraient capables d'ouvrir le feu sur des forces de l'ordre, comme on l'a vu aussi bien avec des policiers. Enfin, donc, il y a un moment aussi où l'argument qui consiste à dire on fait bouger les curseurs, qui fait bouger les curseurs ? Ce sont d'abord celles et ceux qui menacent nos libertés, qui ont frappé en France, qui ont frappé en Belgique hier, qui frappent aujourd'hui dans d'autres pays. Ne pas voir ça et s'enfouir la tête sous le sable en se disant c'est plus pareil qu'avant. Oui, mais c'est plus pareil qu'avant, non pas parce que le gouvernement ou les parlementaires décident de bouger les règles, mais parce que nous avons été attaqués, que nous sommes en guerre et que tout laisse à penser qu'il va falloir s'habituer à vivre avec une menace qui va durer et qu'il faut qu'on adapte aussi nos réponses. Il faut savoir jusqu'où ne pas aller trop loin, mais en l'espèce, je pense vraiment que cette modification de la légitime défense, elle protège nos forces de l'ordre. Là aussi, c'est bien le moins de ce qu'on puisse faire. Jean-Pierre Berthet, sur cette question de la légitime défense telle qu'elle est modifiée par ce projet de loi, c'était une demande des forces de l'ordre notamment. Oui, c'est vrai que à Bruxelles, on ne s'est pas posé la question de savoir s'il y avait légitime défense pour les policiers belges lorsqu'ils ont tiré dans les jambes d'Abdeslam, qui était un homme qui fuyait. Donc on mesure là, en effet, l'élargissement sur la question de la légitime défense que la force et la violence des événements que nous vivons peut provoquer. Pour autant, c'est vrai que là encore, il ne faut pas aller trop loin, parce que la question de la légitime défense se pose aussi en France pour des faits criminels ordinaires, comme l'attaque d'une bijouterie, où on ne sait trop à quel moment le commerçant a eu tort ou raison de tirer sur son agresseur. Il ne faut pas créer une sorte d'insécurité juridique, de confusion juridique qui pourrait avoir des conséquences, car la loi est applicable à tous au niveau du quotidien, de la vie dans nos villes, dans nos provinces. Nathalie Goulet, sur ce point. Oui, mais il ne faut pas non plus que le Parlement soit totalement hors sol. Je veux dire, le citoyen français, européen, turc, à Ankara, à Istanbul, au Mali, à Bamako, et ça... s'endort avec le terrorisme, se réveille avec le terrorisme, a des scènes épouvantables dans les rues, des morts par dizaines. Il faut quand même qu'on donne à nos services les moyens d'abord de se protéger et ensuite de répliquer une situation qui est quand même tout à fait nouvelle. Je partage ce que dit Christophe Béchu de ce point de vue. Je pense que là aussi, je veux dire, c'est pas le législateur français, c'est pas le citoyen qui a commencé, c'est bien ces gens qui viennent nous agresser. Nathalie Goulet, vous qui avez travaillé sur les filières djihadistes, on sait que ce texte comprend des mesures en ce qui concerne les retours de potentiels djihadistes. Est-ce qu'elles sont suffisantes? On a parlé de la rétention de sûreté notamment. Écoutez, je ne sais pas si elles sont suffisantes, elles ont déjà le mérite d'exister. Donc je crois que c'est déjà un progrès.
Je crois aussi que c'est au fur et à mesure du retour et du traitement qu'on verra si les mesures sont adaptées ou non. Parce que là, pour l'instant, on tâtonne. On est quand même sur des dispositions nouvelles, encore une fois, par rapport à une situation nouvelle. Parce que reconnaissez avec moi que des gens qui reviennent de terrains de guerre illégale de surcroît, et de terrorisme qui reviennent sur le territoire, c'est quand même heureusement une situation qui est un tout petit peu nouvelle pour notre système policier, judiciaire et pour notre système de droit. Donc là, on est quand même dans la construction d'une législation pour ce qui les concerne et on espère qu'ils ne seront pas trop nombreux. Sur cette question de rétention de sûreté. C'était pas la position initiale du Sénat. Quand on a adopté la proposition de loi de Philippe Bas, il y avait cette idée que plutôt que de confier ce pouvoir au juge administratif, il était souhaitable pour le coup que ce soit le juge judiciaire qui encadre une mesure de privation de liberté. La philosophie était la même, on ne peut pas laisser rentrer des gens de Syrie ou de théâtres d'opérations terroristes comme ça, et puis se contenter de prendre de leurs nouvelles une fois de temps en temps pour leur demander s'ils vont bien et s'ils se déradicalisent tranquillement de leur côté. Il y a deux philosophies. Il y a celle du gouvernement qui est clairement administrative et qui déplace le curseur, pour le coup, vers davantage de privation de liberté. Et il y avait celle du Sénat qui était forte par rapport à la contrainte, mais avec un contrôle du juge judiciaire. Je pense que sur ce point, il y aura des débats dans l'hémicycle, comme il y en aura aussi sans doute sur la consultation régulière des sites internet qui font l'apologie du djihad, pour lequel là, il n'y a rien dans le texte du gouvernement, et ça faisait pourtant partie des points importants de la proposition de loi qui avait été défendue et adoptée par le Sénat il y a quelques mois. Et que pensez-vous de l'attitude du Sénat, Jean-Pierre Berthet, sur ce Je point? ne peux qu'abonder dans votre sens, M. Bréchus. Il faut quand même savoir que jusqu'à cette loi, il était fréquent, je ne dirais pas constant, mais très fréquent, que le juge judiciaire, en l'occurrence le juge de la détention et de la liberté consulté, ordonne des mesures de détention provisoire ou à minima de contrôle judiciaire pour ces rentrants de Syrie. Donc je ne vois pas très bien ce qu'on va gagner, si vous voulez, avec cette mesure-là. On mesure un petit peu les risques de l'empilement de mesures sécuritaires qui font qu'en effet on brouille un petit peu le jeu juridique. Il est aussi question du financement du terrorisme dans ce projet de loi. Nathalie Goulet, est-ce que vos préconisations ont été reprises? Alors, il se trouve que le rapport de la commission d'enquête a parlé assez peu de financement. En revanche, vous savez que les circuits terroristes empruntent complètement maintenant ceux du grand banditisme, de la fraude et du blanchiment. Donc de ce point de vue-là, il y a quelques dispositions. Je pense qu'on déposera quelques amendements supplémentaires. Par exemple, les cartes prépayées, ce genre de choses qui ne faisaient pas l'objet d'attention lors de la loi du 13 novembre. Brusquement, quand on s'est rendu compte que pour précisément ces attentats, on avait utilisé ce genre de cartes, devient un problème. Et puis il y a toutes les monnaies électroniques, il y a les comptes nickel, il y a tout un tas de choses. Je pense que là, on a aussi à progresser parce que les circuits financiers sont extrêmement importants dans la lutte contre le terrorisme. Donc il y aura sûrement des amendements qui seront déposés, oui. Alors, les amendements extérieurs n'ont pas encore été examinés. Christophe Béchu, on sait que la piste d'une perpétuité effective pourrait être relancée. D'ailleurs, Manuel Valls s'est montré assez ouvert ce matin. Est-ce que vous pensez que la droite sénatoriale, justement, par voie d'amendement, pourrait remettre cette question sur le devant de la scène? Je pense que c'est évidemment un sujet sur lequel il y aura à la fois des amendements et une position du groupe républicain. Tout n'a pas été un succès dans les lois pénales de ces dernières années. C'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, les peines planchées, elles répondaient à cette idée que, par rapport à des cas extrêmement graves, il ne faut pas que par des aménagements de peine, on puisse se retrouver avec des durées qui sont trop réduites. La philosophie du texte, c'est de considérer que, globalement, quand on a commis des actes terroristes, on ne peut pas bénéficier de ces remises de peine. Mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui une difficulté. Et pour le coup, elle prend un visage et un nom. C'est par exemple tout simplement le cas de M. Abdeslam. En l'état de notre système pénal, ce monsieur sera libre un jour, sous réserve qu'il soit extradé puis condamné, ce qui, à vrai dire, ne fait pas l'objet de beaucoup de doutes. Donc, on va gérer cette idée que quelqu'un qui est responsable, co-responsable de dizaines de morts sur notre sol, sera un jour libre de ses mouvements dans notre pays. Ça pose évidemment à chacun d'entre nous une question. Et une question complexe. Parce que le refus de la perpétuité réelle, ça répond à une idée profondément humaniste que c'est pas digne de laisser quelqu'un finir ses jours en prison. Mais dans le même temps, est-ce qu'on peut prendre le risque de remettre en liberté des gens dont on a vu le degré de folie et de radicalisation et penser qu'ils ne seront pas demain une menace si on les libère? Je rappelle aussi qu'il ne pourrait pas être déchu de sa nationalité française si on s'en tenait à la version votée par le Sénat, Christophe Béchu. Mais ça, vous parlez de ce cas particulier. On peut en parler. Quand bien même il serait déchu, ça voudrait dire qu'il deviendrait apatride. S'il était apatride, ça voudrait dire qu'il serait inexpulsable. Autrement dit,
de toute façon, on serait condamné à le garder. Le problème de la déchéance, c'est qu'on a le choix entre deux mauvaises solutions. Ou on ne fait la déchéance que pour les binationaux, ou on ne vote l'apatridie que pour les mononationaux. Dans tous les cas, ce débat est un piège, ce débat est une difficulté, il fracture la société, et de ce point de vue, je préfère qu'on se concentre sur les mesures pour lutter contre les terroristes, plutôt que de passer des mois en arguments juridiques en tous sens, pour s'apercevoir qu'on a déjà des procédures qui existent pour destituer les gens de leur nationalité dans un certain nombre de cas, et qu'on ferait mieux de les appliquer plutôt que de continuer à se déchirer là-dessus. C'est pas le sujet. Jean-Pierre Berthet, sur ce cas concret de Salah Abdeslam, est-ce qu'aujourd'hui, ça a été rappelé par Christophe Béchu, oui. la législation justement face à ce type de terroriste? Écoutez, si on doit la faire évoluer, dans quel sens? Si j'ose une comparaison, les tueurs en série les plus emblématiques actuellement dans les prisons françaises, je citerai Fourniret ou Guy Georges, ont une telle pancarte qu'on sait très raisonnablement qu'ils ne retrouveront jamais la liberté, bien n'ayant été condamnés qu'à la réclusion à perpétuité, tout simplement parce que l'administration centrale ne prendra jamais le risque de faire circuler à nouveau ces gens-là qui sont considérés comme extrêmement dangereux et qui ne sont pas susceptibles de réadaptation sociale. Et je pense que les terroristes, évidemment, j'en suis même convaincu, entreront dans cette catégorie, et n'ignorons pas qu'il existe un dispositif d'ores et déjà qui est de faire passer le condamné enfermé de la prison à la fin de sa peine à des centres de rétention de sûreté, des centres de rétention de sûreté qui sont, il y en a à Fresnes actuellement, qui sont des centres médico-sociaux psychologiques où ils sont définitivement enfermés parce qu'on n'y trouvera jamais les raisons suffisantes de les remettre en liberté. Nathalie Goulet, cette piste d'une perpétuité effective pour des cas comme Salah Abdeslam, est-ce que vous y seriez favorable? Et moi, dans un moment comme celui-là, je pense plutôt aux familles. C'est plutôt l'idée pour des familles qui ont perdu des enfants comme au Bataclan, des proches, etc. L'idée que ces terroristes pourraient retrouver la liberté un jour, et si vous consultez aujourd'hui les Français, ils voudraient quasiment rétablir la peine de mort. Donc je pense que c'est une mesure qui, du point de vue des victimes et des familles, me semble, alors pour le coup, de la légitime défense. Alors on la voit donc plus comme symbolique. Comme symbolique par rapport à l'opinion qui demande en effet des mesures fortes parce que la menace est là, parce que l'angoisse augmente et qu'il faut bien faire quelque chose. Mais sur le plan de l'efficacité, très franchement, je ne suis pas convaincu que là, on y gagne. Le mot de la fin, Christophe Béchu, on arrive au terme de ce débat. J'ai beaucoup de respect parce que je n'ai pas le niveau d'expertise de M. Berthet, mais je trouve ça moins hypocrite. Prolonger la durée d'une détention en prison en modifiant les règles, plutôt que de placer les gens dans des centres de rétention à l'issue de la prison, parce que pour le coup, on pourrait dire que finalement le système d'aujourd'hui, c'est une perpétuité qui, dans certains cas, cache son nom, qui ne repose pas sur des textes qui ont la même stabilité juridique qu'une modification pénale comme celle qui pourrait être envisagée. Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à la perpétuité définitive, c'est-à-dire retirer à l'ensemble des détenus le minimum de lueur d'espoir qui fait qu'on peut espérer, s'agissant des kamikazes, je relativise toujours mon propos, mais qu'on les tienne tranquilles, interrogez les personnels pénitentiaires, ils vous diront, si vous faites ça, beaucoup vous diront, si vous faites ça, vous allez transformer les gens qu'on surveille, avec qui on vit au quotidien, et qui sont des barbares, vous allez les transformer en fauves. Eh bien, merci. Et ils seront invivables. Eh bien, merci Jean-Pierre Berthet. Minorité. On surveillera les débats dans l'hémicycle. La semaine prochaine, ce sera le 29 mars. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, Nicolas Sarkozy face au patron. Le président des Républicains dévoile son programme économique. C'est un partenariat Fondation Concorde, Public Sénat. Bonne soirée à tous.